Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire que nous organisons avec l'Union sociale pour l'habitat dans le cadre des journées du bilan du deuxième plan logement d'abord, qui est donc un plan quinquennal lancé par l'État en 2023-2027 évidemment, pour continuer, amplifier notre action en matière de lutte contre le sans-abrisme. C'est un webinaire donc, que nous organisons sur la question de la santé mentale. Alors, la santé mentale, évidemment, a une autre actualité cette année, puisqu'elle a été désignée grande cause nationale par le gouvernement. Euh, Nous n'avons pas, bien sûr, attendu, ou ce n'est pas parce que c'est une grande cause nationale que nous en parlons, nous en parlons parce que la question de la santé mentale est une question qui s'est évidemment amplifiée dans le champ du logement ces dernières années. Ce n'est pas une question nouvelle, mais c'est une question qui a pris une dimension nouvelle, probablement à partir de la crise sanitaire en 2020. Le Covid, évidemment, a montré de manière flagrante les liens entre les questions de logement et de santé, et bien sûr de santé mentale. Alors, les liens entre la grande exclusion, si je puis dire, le sans-abrisme et la santé mentale sont bien appréhendés, connus, et sont d'ailleurs au cœur de l'action publique depuis une quinzaine d'années, puisque l'État et nous, à la Dial, portons avec un certain nombre de partenaires le dispositif Un chez soi d'abord, par exemple, donc qui permet l'accès direct au logement de personnes sans abri qui souffrent de troubles de santé psychique sévères. Donc cette question-là de l'accès au logement des personnes en grande exclusion, elle fait l'objet d'une action publique depuis longtemps. Le Covid a montré aussi, et finalement a mis en lumière cette question des liens entre, enfin, cette question du fait que la santé mentale est une affaire beaucoup plus grande que que la question de grande exclusion. Et bien sûr que c'est une affaire qui touche aussi les personnes qui vivent déjà dans un logement. Et c'est cette question qui nous a interrogés. Il ne s'agit pas d'avoir seulement un logement, il ne s'agit pas seulement d'avoir un logement, mais d'avoir un logement digne, décent, un logement confortable et un logement qu'on peut identifier comme un chez-soi. Euh, bon, pour autant, il ne s'agit pas de dire non plus que le logement est le seul déterminant de la santé mentale. Et il y a bien sûr des questions beaucoup plus amples, beaucoup plus complexes et des facteurs multiples. Euh, et la santé mentale, à l'inverse, peut aussi fragiliser la situation de logement. Et les bailleurs le savent bien, évidemment, que parfois, il y a des situations de tension, des situations d'isolement, d'impayés, de dégradation qui peuvent être liées à des questions de fragilité psychosociale ou de troubles de la santé psychique. Donc en 2023, c'est assez naturellement que nous avons souhaité inscrire ces questions de santé, de santé mentale, vraiment au cœur de ce deuxième plan logement d'abord, et que nous avons lancé avec l'USH un travail sur cette question, donc avec l'angle du logement social en particulier, dans une logique de prévention, prévention des ruptures, prévention des dégradations des situations. Nous avons agi dans différentes directions. D'une part, premier objectif, c'est un objectif d'interconnaissance entre les acteurs du logement et du logement social, les acteurs du social et les acteurs de la santé. Ce sont des mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui, pour autant, doivent coopérer pour, évidemment, intervenir avec réussite. Deuxième objectif, évidemment, trouver des solutions concrètes, des solutions qui aident, qui résolvent réellement les situations des ménages en difficulté et qui viennent en appui des bailleurs sociaux pour ne pas les laisser seuls, démunis, face à ces situations de certains de leurs locataires. Tout cela dans un contexte que vous le savez, il n'y a pas besoin de rappeler les tensions sur le secteur sanitaire également. Donc nous avons conduit des groupes de travail, un certain nombre de groupes de travail depuis 2023, réunissant, je dois dire, beaucoup de monde, beaucoup de bailleurs, beaucoup d'associations du secteur social, du secteur médico-social ou sanitaire, et puis des services de l'État et des services des ARS. Donc un travail assez long, d'une part pour donc mieux se connaître et pour imaginer les différentes pistes d'action que on pourrait lister autour des questions de repérage, d'une part, comment repérer la situation le plus tôt possible pour intervenir au mieux, comment intervenir et bien intervenir, qu'on soit un bailleur, une association, un professionnel de la santé. Une question autour de la gouvernance, gouvernance territoriale et du partenariat, des coordinations, et puis bien sûr une question autour des dispositifs spécifiques d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer au service des locataires, au service des bailleurs, pour les appuyer dans la résolution des situations difficiles.
Alors peut-être trois grands enseignements, en tout cas pour moi, que je vous partage. D'une part, évidemment, la question de la santé mentale, mais c'était le début de mon intervention, n'est pas euh, une question qui se limite aux personnes qui ont connu des parcours de grande exclusion, des parcours de rue et qui auraient été relogées. C'est une question beaucoup plus vaste qui, évidemment, est liée à des mouvements, des phénomènes contemporains, socio-économiques et nous prenons l'angle du logement social, mais on aurait pu évidemment avoir un angle beaucoup plus vaste. Deuxièmement, si le bailleur social n'a pas toutes les clés, évidemment, il a certaines clés. Et l'action, elle réside aussi dans le repérage, qui est un maillon essentiel de cette action. Troisièmement, tout n'est pas médical. Toutes les situations ne sont pas, ou toutes les solutions ne relèvent pas de l'ordre de la médicalisation et de la pathologisation. Et donc, il faut aussi que l'on ait des actions de l'ordre du social, de l'ordre de l'environnement de vie et de faire du logement un environnement favorable à la santé mentale. Et quatrièmement, pardon, bien sûr, il y a nécessité parfois d'une intervention sociale et sanitaire ou sanitaire. Et il y a des dispositifs qui fonctionnent pour cela. Et notamment, nous avons observé un certain nombre d'équipes mobiles sociales et sanitaires qui se sont créées vraiment dans un partenariat étroit entre le secteur sanitaire, les associations de la question des solidarités et de l'action sociale et les bailleurs sociaux. Ces équipes mobiles, elles se sont développées ces quelques dernières années et donc nous souhaitons et nous allons continuer à les développer avec les bailleurs de manière à amplifier cette action au service des locataires. Voilà, donc je vous remercie d'être présent. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui en ligne sur ce sujet qui intéresse. Et je remercie évidemment ce partenariat fructueux que nous avons avec l'Union sociale pour l'habitat sur ce sujet d'avenir. Donc aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un bilan, mais évidemment, l'objectif, c'est bien de se projeter sur les solutions et sur la manière dont on peut ensemble continuer à résoudre ces situations. Alors, merci beaucoup pour ces éléments que je partage et je vais peut-être rebondir du côté de l'USH sur le sujet de la santé mentale et en quoi c'est un sujet de préoccupation important pour les bailleurs sociaux dans l'accompagnement de leurs locataires, puisqu'on constate évidemment, tu l'as dit Manuel, qu'il y a eu une recrudescence, une montée importante de problématiques de santé mentale ces dernières années qui sont liées à toute une série de facteurs, que ce soit évidemment l'effet de la crise sanitaire, mais aussi l'accroissement de difficultés économiques pour des locataires dans le parc social qui ont pu constituer des facteurs d'aggravation de certaines problématiques. Mais on voit avant tout que les problématiques liées à la santé mentale sont des problématiques qui potentiellement concernent tout le monde et donc les locataires du parc social à un moment de leur vie, dans des situations de rupture. Et le bailleur est aussi un interlocuteur important dans ces situations-là, c'est-à-dire qu'il peut constater par certains facteurs des situations, par une situation de repli, par une situation d'isolement. On l'évoquait par une situation d'impayé qui peut parfois être le révélateur d'autres problématiques. Donc c'est un sujet sur lequel les bailleurs se mobilisent depuis un certain nombre d'années, ont développé des actions, que ce soit au travers de la formation, de la sensibilisation de leurs partenaires, de leur personnel de proximité, que ce soit au travers de la mobilisation de partenariats. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel c'est extrêmement important de pouvoir agir collectivement et c'était très important pour nous du côté de l'USH de pouvoir avoir cette action en partenariat très fort avec la DIAL et de pouvoir du coup depuis 2023 organiser ce cycle de travail qui a été très large et qui a mobilisé du coup aussi l'ensemble des partenaires et vous êtes aussi beaucoup de collectivités aujourd'hui. C'est vrai que c'est important, on le voit dans les retours d'expérience, que ce travail sur la santé mentale, il puisse aussi se faire à un échelon territorial pour aider à la mise en place d'actions très concrètes. Et les bailleurs sociaux, des fois, peuvent se retrouver dans des situations où ils ont parfois le sentiment d'être un peu seuls face à certaines situations, de pas forcément savoir comment les traiter. Et on voit que le fait de mettre en place ce réseau de partenariat, ça constitue aussi un maillon essentiel pour pouvoir engager des actions et accompagner au mieux les locataires qui sont confrontés à ces situations. Donc, évidemment, on va vous présenter aujourd'hui le guide qui a été produit, qui est aussi le fruit de ce travail collectif
qu'on souhaite aussi diffuser très largement parce que ça constitue véritablement un outil de service auprès, alors à la fois des bailleurs sociaux pour s'en saisir, pour pouvoir agir sur cette question-là, mais aussi de l'ensemble des partenaires qui travaillent avec les bailleurs sociaux. Ça présente des pistes d'action, ça présente des retours d'expérience et ça éclaire aussi la façon dont certains bailleurs, certains acteurs locaux se sont saisis de cette question-là. Et c'est évidemment un sujet que nous, on va poursuivre en lien avec la DIAL, aussi lors du congrès HLM la semaine prochaine, où on aura d'ailleurs une séquence dédiée à cette question-là. Et donc, on a mis à disposition ce guide ainsi qu'une page dédiée sur le centre de ressources de l'USH dans l'optique aussi de le partager le plus largement possible. Donc voilà, on se réjouit que ce travail se poursuive en lien étroit avec la DIAL. Et puis donc, on vous souhaite une très bonne webconférence. Peut-être du coup vous dire aussi que donc on va appeler là sur la scène. C'est une scène virtuelle, mais vous allez les voir en présentiel. Donc pour la DIAL, Pauline Provost et Raphaël Bouloudnine, donc ici sont aussi ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce guide. Pour l'USH, Marie Sylvestre. Et puis on a un représentant bailleur qui va témoigner avec d'autres bailleurs à distance. C'est donc Baptiste Ménéguin pour ACM Habitat. Et donc, on vous souhaite une bonne webconférence. Je passe les- Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, comme indiqué précédemment, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous partager ce travail, les différentes séquences, et on va voir qu'il y a plusieurs intervenants qui vont pouvoir répondre aux questions de ben, comment détecter, quel mécanisme de prévention. Mais avant tout ça, il me semblait important de préciser quelque peu les termes. Alors, ça a été déjà dit au préalable, mais voilà, la question de la santé mentale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que l'absence de maladie, hein. On est vraiment dans une visée de promotion de la santé, dans une visée de bien-être global, et sur lequel tout un ensemble d'éléments participent à ce bien-être-là, et au nom duquel le logement est un des facteurs prioritaires. Donc voilà, c'est vraiment une approche qu'on veut pas uniquement médicaliser, comme ça a été dit précédemment, mais une approche qui englobe toutes les dimensions de la personne. Après, ça a été aussi dit, c'est des enjeux qui sont beaucoup plus visibles, peut-être plus importants, mais surtout beaucoup plus visibles. Mais on a eu une attention toute particulière à pas non plus stigmatiser, hein, même si c'est une affaire de tous. La majorité des personnes qui traversent des problématiques de santé mentale vont bien, sont en capacité de gérer leur quotidien. Et c'est pour nous, c'était aussi important de ne pas faire forcément un court-circuit entre problématiques de santé mentale et problèmes de location ou problèmes dans la vie de tous les jours. Ensuite, effectivement, on s'est aussi focalisé sur la question du parc social, dans l'idée que c'est aussi par moment des personnes qui cumulent certaines difficultés d'isolement, de problématiques d'emploi, des problématiques liées à des stress, et qui tout ça concourt à des difficultés qui peuvent être de l'ordre de la santé mentale. L'enjeu principal qu'on peut repérer, c'est clairement de comment prévenir, comment arriver au plus tôt, et comment, encore une fois, ne pas attendre que la seule solution est une solution médicale. Et pour ce faire, on a aussi mis en avant certains outils qui sont déjà utilisés, puis d'autres qui sont en développement. Donc voilà un peu l'enjeu prioritaire que l'on va avoir, mais c'est aussi comment accompagner finalement les personnes dans leur milieu de vie le mieux possible. Ensuite, encore une fois, on va vraiment rester sur la question du logement, parce que le logement, ça touche énormément de dimensions de la personne. On a parlé le sentiment d'être chez soi, le sentiment aussi d'être entouré, le quotidien, comment on travaille cela. Et donc, c'est vrai que pour nous, au plus la personne sera dans un environnement sécure, où elle se sent à son aise, elle se sent bien et de pouvoir vivre comme elle le souhaite, au plus la santé mentale sera plutôt positive.
Et ensuite, ben, pourquoi les bailleurs s'intéressent à ce sujet, ça, je pense que ça a été aussi dit au préalable. Toute l'idée de ce guide-là, c'est de savoir comment on peut mettre en articulation, comment on peut travailler les uns avec les autres pour proposer une réponse unie et une réponse qui permette vraiment, encore une fois, de ne pas être sur un enjeu uniquement médical, mais beaucoup plus large, tout en considérant effectivement la question médicale nécessaire quand il le faut. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi, il y a différentes gradations d'intervention et d'accompagnement qui vont peut être faits. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer à travers le décryptage de ce guide. Oui, donc bonjour. Donc moi je suis Marie Sylvestre, donc je travaille donc sur les politiques sociales à l'USH. Et donc effectivement, donc je remercie la DIAL de nous avoir permis de travailler sur ce guide avec eux. Et l'idée effectivement, c'était de partir du postulat que le logement est un facteur déterminant de la santé et donc de la santé mentale. Et que de ce fait, l'idée c'était d'avoir vraiment une vision d'ensemble du sujet, et ne pas rester sur un focus soit logement, soit santé, mais vraiment d'avoir cette vision large et de pouvoir aussi accompagner les bailleurs en lien avec le partenaire pour les faire travailler sur ces questions-là. Donc voilà, l'idée c'était vraiment le postulat du guide et de partir de cette notion-là, avec effectivement le fait que dans le logement social, on a aussi des personnes voilà, qui la précarité s'accentue en termes, enfin, que ce soit de côté de demandeurs ou locataires du parc social, des problématiques de santé mentale, comme on l'a déjà dit, qui se sont accentuées ces dernières années, et aussi l'importance du non-recours. Donc on voulait aussi positionner ça dans ce volet-là. Et vraiment, dans le guide, on était vraiment parti de comment on peut rapprocher tout cela. Et donc, on a à la fois positionné qu'est-ce que le bailleur peut faire, dans quel cadre partenarial cela s'inscrit. C'était vraiment important de pouvoir le positionner comme ça. Et après, dans le guide, on le dira tout à l'heure, on fait un petit zoom sur les équipes mobiles qu'on vous présentera après. Et voilà, et tout ça s'inscrit évidemment dans la politique du logement d'abord, puisque c'est l'un des axes du logement d'abord. Donc, je prends la suite de Maryse, Pauline Provost, chef de projet à la DIAL. Donc oui, effectivement, ça a été bien souligné lors de l'introduction. On voulait vraiment que ce travail s'inscrive dans le cadre du plan logement d'abord 2. Pourquoi? Finalement, le plan logement d'abord, il a un volet assez naturel, qui est un volet lié à l'accès au logement des ménages très précaires. Mais pour nous, il a aussi un volet préventif, qui est donc celui d'éviter les ruptures de parcours et d'éviter d'arriver à l'expulsion locative. Pour nous, le logement d'abord, ça repose sur deux jambes, finalement, une jambe dédiée à l'accès, mais une jambe qui est aussi dédiée au maintien. Et donc, dans ce cadre, effectivement, pour nous, ce qu'on va vous présenter, on l'a vraiment fait toujours avec un double point de vue. Un point de vue individuel qui est par rapport à l'amélioration de la situation du locataire en traitant ces questions de santé mentale et en l'intégrant dans un réseau partenarial, mais également un point de vue collectif qui est lié au bien vivre et à la tranquillité résidentielle pour le bailleur social. Donc, par exemple, c'est assez concret, mais effectivement, tout ce travail, pour nous, il vise notamment à pouvoir prévenir les expulsions locatives et également prévenir des événements qui peuvent être assez traumatisants. On a parlé, par exemple, des risques d'hospitalisation sous contrainte, voilà, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à repérer un locataire, donc effectivement, on arrive à la crise, et la crise se traduit par une hospitalisation sous contrainte, qui est traumatisante pour le locataire d'une part, mais également souvent pour le voisinage. Et donc là, on retrouve cette idée de travailler à la fois à des aspects individuels, d'amélioration de la situation du locataire, mais aussi un aspect plus collectif autour des bons rapports de voisinage et du bien vivre ensemble dans le parc social. Et donc voilà, tout notre travail également s'articule autour de ces deux volets. Et c'est bien de cette manière qu'on l'a intégré dans le plan logement d'abord, c'est-à-dire en vraiment travaillant cette question de la prévention et de comment on arrive par la mise en place d'un réseau partenarial coordonné sur cette problématique, avec des dispositifs très concrets qui vous seront effectivement présentés, à prévenir les expulsions et à faire en sorte qu'une personne puisse se maintenir bien dans son logement et bien avec son voisinage. Et donc, effectivement, ça rejoint la question des enjeux pour les bailleurs sociaux. Donc, Pauline vous l'a bien précisé. Donc, pour les bailleurs, il y a vraiment cet enjeu de maintien. Je ne vais pas revenir trop dessus, mais en tous les cas, les projets que développent les bailleurs sont beaucoup axés sur le maintien, sur les questions de santé mentale. Et on a pas mal de projets qui sont développés là-dessus. Et puis, évidemment, l'autre approche est celle de la qualité du vivre ensemble et de la qualité de service, puisqu'on est à la fois sur des enjeux à la fois de qualité de service pour tous les locataires, que ce soit pour les personnes qui sont confrontées à ces problématiques et qui peuvent avoir des problématiques individuelles assez fortes, ou voilà, des fois les personnes peuvent se mettre en danger, donc il faut aussi pouvoir repérer ces situations, et puis aussi des enjeux de tranquillité résidentielle
voilà, le bailleur en tant que gestionnaire d'un ensemble immobilier, avec des fois des problématiques qui peuvent être liées à des troubles de voisinage, par exemple, ou des difficultés dans les logements, qui fait que le bailleur est bien en tête aussi cette question de pouvoir assurer la qualité du vivre ensemble pour tout le monde et pouvoir mettre en musique un peu tout ça. En complément de ça, il y a aussi les interpellations qui peuvent être très fortes des partenaires. Et c'est là où les collectivités locales sont aussi des partenaires indispensables pour les bailleurs sur ces solutions d'accès, où les bailleurs peuvent être effectivement interpellés pour trouver voilà, des logements pour les personnes qui sortent d'hospitalisation. Et puis, les bailleurs sont aussi partenaires pour développer l'offre de produits spécifiques pour ces personnes, notamment des résidences accueil, voilà, qui peuvent aussi être des bons produits pour pouvoir accueillir les personnes qui ont de grosses difficultés de santé mentale. Voilà, tout ça, on tenait à le repréciser dans un contexte qui est quand même assez voilà, d'accroissement des problématiques, bon, ça on l'a déjà dit, mais aussi de fortes tensions sur le parc social. On est quand même voilà, une hausse importante du nombre de demandeurs de logement social, une baisse de la rotation et aussi une baisse de la production qui fait que voilà, toutes ces questions sont assez complexes à mettre en œuvre sur les territoires. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous semblait aussi intéressant de voir quelles solutions et de mettre dans ce guide un peu pour les personnes qui sont déjà dans le parc, quelles solutions peuvent être développées pour les personnes qui rencontrent des difficultés. Donc, on en vient finalement à la présentation du guide. Voilà, on veut tout de suite vous dire qu'on l'a voulu, ce guide très opérationnel. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir associer à chaque fois des exemples de terrain, des exemples concrets. Donc, on remercie par avance les bailleurs sociaux qui vont intervenir pour vous présenter leur dispositif. Vraiment vous dire que voilà, on l'a construit dans un aspect très, très opérationnel, avec l'idée que les solutions qu'on présente ici puissent être répliquées facilement et s'aimer facilement dans un contexte voilà, qu'on sait difficile. Et donc, très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire que ce guide, on l'a construit en 3 étapes finalement, 3 étapes qu'on va vous présenter ici. La première, on peut dire, c'est la question du repérage, de l'identification. On est dans un travail préventif, donc comment finalement on détecte les personnes qui ont voilà, des troubles de la santé mentale, qui encore une fois posent une difficulté dans le cadre du logement. Il ne s'agit pas d'être dans une problématique purement médicale. Comment ensuite on peut travailler un réseau partenarial pour pouvoir gérer ces situations dans une optique de coordination entre des acteurs qui ne se connaissent pas forcément ou n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et enfin, les dispositifs concrets d'aller vers qui peuvent être mobilisés pour traiter ces situations. Et donc, c'est le cas des équipes mobiles dont on vous reparlera plus en détail ensuite. Donc, voilà pour une présentation rapide. Oui, alors on a voulu aussi repositionner dans le guide les étapes clés. Alors on ne va pas les détailler toutes là, évidemment vous inviterai à regarder plus en détail le guide, mais l'idée de dire que l'intervention du bailleur social, voilà, il y a la question du pourquoi et comment intervenir. Et on a identifié 5 étapes clés autour desquelles s'inscrivent ces actions. Donc à la fois la question de l'identification des situations, comment ils identifient, avec quels outils peuvent être développés. Donc, on a quelques exemples dans le guide qui vous permettront de travailler un peu sur ces champs. Et puis là, des bailleurs qui vont aussi témoigner là-dessus. Comment on les qualifie. C'est vrai que la question de la qualification est toujours très importante. Et c'est là où, effectivement, les partenaires peuvent aussi appuyer les bailleurs sur cette qualification. On reviendra dessus après. Ensuite, c'est comment le signal, comment on fait remonter l'information et on oriente vers les ressources externes. Voilà. Donc ça, c'est aussi une étape qui est clé et qui est importante à mettre en place. Et puis, il y a la question de la gestion dans la durée pour pouvoir voilà, suivre les situations quand elles sont complexes et pouvoir mettre en place des démarches partenariales dans le temps. Et puis, il y a toujours aussi tout ce qui est gestion de crise, gestion de situation d'urgence, où on a aussi des bailleurs qui ont mis en place comme un système de gestion de crise, comme il peut y avoir sur d'autres sujets, en cas de grosses problématiques. En termes ensuite, dans le guide, on a essayé voilà, d'insister aussi sur les types d'actions qui peuvent être faites par les bailleurs. Là, à l'occasion du webinaire et dans le guide, on a particulièrement développé 2 aspects, notamment la question de la formation, puisque vous êtes de plus en plus nombreux bailleurs à former vos collaborateurs sur ces questions-là. La question de la mise en place de procédures pour organiser la remontée des situations et voilà, pour pouvoir s'organiser en interne pour mettre en place des process. Et puis après, on en reparlera dans un second temps, tout ce qui est mise en réseau, comment on identifie les partenaires compétents et comment on développe son réseau partenarial. Et puis ensuite, il y a le traitement collectif des situations les plus délicates. Et c'est là où on va faire le lien aussi avec les équipes mobiles et comment on accompagne finalement les personnes vers un accompagnement qui est le plus adapté
assez problématique. Et ici, on se propose plutôt de développer effectivement déjà la question de la formation. Avant toute chose, vous dire que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà, on est peut-être dans une présentation un peu institutionnelle, mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir un dialogue et une discussion avec vous. On prendra des questions à chaque fin de point, donc n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Maryse l'a dit dans cette question du repérage, finalement, la question, c'est comment repérer, qui repère. Et donc, pour pouvoir repérer des troubles en santé mentale, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir développer les formations des collaborateurs de terrain, en se disant que ces formations de premier secours en santé mentale, ce sont justement des formations qui sont dévolues finalement pour des non-professionnels de la santé. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mieux appréhender les troubles liés à la santé mentale, mais également de disposer d'outils concrets pour mieux les appréhender sur ce terrain. Ces formations, elles ont vocation notamment à essayer de donner des clés pour savoir quelle posture adopter face aux différentes situations, notamment aux situations de crise. Et puis, comment on peut réagir au mieux face à une situation de crise avec des premières clés, qui sont souvent des clés qui ont vocation ensuite à aiguiller vers d'autres professionnels. Mais ces formations, et c'est vraiment les retours qu'on a eus à l'occasion des différents groupes de travail, permettent véritablement de donner davantage confiance aux professionnels de terrain pour pouvoir se saisir de ces problématiques. Et des problématiques qui, sinon, ne sont pas forcément nombreuses en termes quantitatifs, peut-être quelque chose qu'il faut dire, mais qui peuvent être relativement traumatisantes si on n'a pas les premières clés pour pouvoir justement les appréhender. Et donc, on a pu constater effectivement qu'on avait un développement d'offres de formation qui rencontrait beaucoup de succès et donc effectivement sur lesquels on se permet d'insister en première intention. Juste pour ces questions de formation, donc dans le guide, vous trouverez, on a mis quelques exemples de formations qui étaient effectivement disponibles pour les bailleurs. Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder sur les sites internet de toutes ces instances qui permettent de faire des premiers. Nous, on travaille beaucoup effectivement avec tous ces partenaires. Et il faut vraiment aller voir ce qu'ils proposent. Beaucoup de formations sur les premiers secours en santé mentale. Donc, je crois qu'on a fait un zoom dans le guide sur ces formations-là. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir l'offre de l'AFPOLS qui est assez étoffée sur ces questions-là. Ça permet vraiment de répondre à vos besoins à vous et de voir un peu ce qui vous correspond le mieux. Avec cette approche, effectivement, ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à certaines situations et d'appréhender les choses un petit peu différemment. Oui, alors l'autre aspect qu'on a assez développé dans le guide, c'est la question de la formalisation d'un circuit de veille autour des locataires aux situations psychosociales dégradées. Voilà. L'idée, c'est de se dire que là, on a mis l'exemple d'une cellule interne, mais en fait, l'idée, c'est de dire comment, en tant que bailleur, je m'organise pour mettre en place des procédures, des process qui permettent d'organiser la remontée d'informations. C'est-à-dire que vous sollicitez souvent vos équipes de proximité sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est aussi de les sécuriser et de les accompagner dans ce travail et de pouvoir vraiment Alors, la question de la sécurité, elle est effectivement importante pour eux parce qu'il faut qu'ils puissent appréhender le sujet, de voir qu'est-ce qu'on met derrière les situations qu'on rencontre. Et puis, il y a la question aussi de la gestion de crise et ces formalisations de veille et de remontée d'informations permettent de prendre en compte à la fois ces deux aspects, comment on en identifie certaines et comment on gère aussi les questions plus quand il y a une crise. Donc, ça a un double intérêt pour les bailleurs, à la fois sécuriser les équipes et aussi de sécuriser quelles infos on peut faire remonter. C'est-à-dire que sur ces questions de santé mentale, comme vous le savez, il y a toujours un sujet sur, il y a des données qui sont confidentielles, on ne peut pas tout faire remonter, il faut objectiver les choses et des fois, les équipes de proximité sont un peu démunies sur la manière de... On laissera peut-être après les bailleurs s'exprimer là-dessus, sur la manière dont j'exprime quelque chose ou une difficulté que j'ai rencontrée sur le terrain. Donc vraiment, le fait de formaliser tout ça permet vraiment de sécuriser le bailleur, mais aussi les locataires dans leurs difficultés. Donc on a mis plusieurs exemples dans le guide. Donc là, on a par exemple la création d'une cellule interne qui permet en fait aux équipes de proximité de faire remonter une situation qu'ils identifient comme potentiellement une question de santé mentale, mais voilà, c'est potentiellement. Et là, la cellule interne permet de voir quel acteur ou quel partenaire on peut peut-être mieux identifier le sujet et de voir quel circuit ensuite de décision et d'orientation on oriente la personne. Voilà. Donc, et pour d'une manière générale, c'est vrai que ces cellules permettent d'avoir des remontées rapides. Ça permet quand même d'avoir de pouvoir réfléchir collectivement en interne au bailleur quelle serait la meilleure solution et vers qui on oriente.
Et puis, ça permet effectivement d'assurer une veille, notamment pour les situations qui sont connues, sur lesquelles on sait qu'il y a des problématiques potentielles. Et ça veut dire qu'en interne, on s'organise pour, sur ces personnes-là, être un peu plus vigilant. Voilà, une veille discrète, on va dire. Enfin voilà, une veille sociale, entre guillemets, sur ces personnes pour être sûr que tout se passe bien. Et voilà, on a essayé dans le guide de repositionner un peu tout ça et de vous montrer et de vous apporter quelques exemples. Voilà ce que je peux dire là-dessus, mais peut-être que les bailleurs qui seront... Enfin, faudra pas hésiter si vous avez des questions, si vous avez témoigné là-dessus, de nous le dire dans le chat. Et voilà, on aura quelques témoignages de bailleurs qui pourront aussi expliquer comment ils s'organisent en interne concrètement pour travailler sur ces sujets. Donc, autre point évidemment qu'on a travaillé dans le guide et pour lequel on aura un témoignage concret juste après, c'est cette question donc du repérage, de comment on détecte des signaux faibles, signaux qui dans la vie quotidienne finalement peuvent laisser à penser qu'il y a un trouble de la santé mentale qui peut poser des difficultés aux locataires et peuvent poser plusieurs difficultés. Donc avant toute chose, sur ce sujet qui peut être assez sensible, l'idée c'est de dire que ces classifications évidemment ne sont pas des classifications médicales, que l'idée c'est pas de pathologiser la personne, c'est pas d'aller chercher ces pathologies médicales, c'est évidemment pas le rôle du bailleur social. L'idée c'est plus de voir finalement quelles pourraient être les conséquences dans la vie quotidienne de chacun, sur des exemples très concrets par rapport à plusieurs difficultés. Donc c'est vraiment d'aller chercher des éléments finalement très pratico-pratiques, mais un ensemble d'éléments qui se cumulent finalement, eh bien, peuvent faire naître une situation psychosociale dégradée sur laquelle il pourrait être intéressant d'intervenir. Donc dans le guide, on présente plusieurs exemples. On va avoir un témoignage ensuite, mais pour vous dire par exemple comment cette classification peut s'opérer, on peut avoir différents items, par exemple, qui prouvent qu'il y aurait une difficulté du locataire dans l'occupation de son logement. Ce sont des choses que vous connaissez, mais on va avoir tout ce qui tourne autour des troubles du comportement, donc plusieurs choses, mais notamment cette question de la perte de rythme qui était revenue, c'est-à-dire jour, nuit, etc., des sollicitations excessives, des conflits avec le voisinage. On a également tout ce qui relève d'un isolement très fort, une boîte aux lettres qui va être pleine, un calfeutrement du locataire ou des volets qui sont toujours clos. Ça, c'est un ensemble de signaux qui peuvent alerter sur une situation très dégradée. Et on a également tout ce qui peut être signe d'insalubrité, donc des amoncellements d'affaires sur le balcon, des nuisances olfactives, et puis enfin des difficultés administratives, des impayés locatifs ou une absence de réponse aux sollicitations que peut déjà faire le bailleur social. L'idée sur ce point, encore une fois, c'est de dire que finalement, ces différentes difficultés, ces différents facteurs, finalement, se cumulent généralement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des signes d'isolement qui vont aller avec des troubles du comportement. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers une objectivation de ces signes, à travers la construction d'une fiche pratique, finalement donner des lignes directrices au personnel de proximité des bailleurs sociaux pour pouvoir un peu objectiver cette situation et se dire, tiens, j'ai 80% de ces signes qui se cumulent, peut-être il faudrait en priorité aller vers ce locataire, essayer de gérer cette situation pour voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on est bien conscient que pour pouvoir agir vis-à-vis de personnes qui sont en très grande difficulté, la première question, c'est évidemment de pouvoir les repérer, de pouvoir les identifier, d'où cette question clé qu'on a vraiment mis en exergue dans le guide, qui est cette question du repérage. L'idée, c'est également de pouvoir, évidemment, rassurer finalement aussi les personnels, je pense, qui peuvent se sentir démunis face à cette situation, et de donner, avec une première fiche un petit peu objectivée, voilà, se dire, finalement, on peut compléter des choses et tout de suite intervenir et se coordonner avec d'autres professionnels sur ces situations. J'ai assez parlé et donc je vais donner la parole au bailleur Neotoa, qui a lui-même développé son propre outil et qui va pouvoir nous le présenter. Je ne sais pas si la personne de Neotoa est en ligne. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, enfin, nous, en tout cas, oui. D'accord, très bien. Et peut-être effectivement dans la roue des signaux faibles, voilà, expliquer aussi comment vous en interne vous êtes organisé au sein de Neotoa sur ces sujets-là. Tout à fait. En effet, j'interviens le pôle social de Neotoa, la DRN. Il y a un écho, non? On vous entend, vous pouvez peut-être mettre un tout petit peu plus fort. Alors, je vais essayer ça. Je pense que je vais peut-être parler un peu plus fort. En effet, juste pour situer Neotoa, donc on a, pour un ordre de grandeur, on a un parc de logement social qui s'étend sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine, qui représente aujourd'hui environ 24 000 logements, avec quelques communes limitrophes au département. Comme l'ensemble des bailleurs, je rejoins ce qui a été dit là tout à l'heure, Neotoa a développé
un pôle social donc, pour répondre aux difficultés rencontrées par les locataires, donc afin de favoriser leur maintien dans le logement. Nous, à Néotoa, nous sommes une équipe de 14 travailleurs sociaux, des travailleuses sociales pour être plus précise, donc des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs spécialisés, mais aussi des assistantes de services social. Donc certains travailleurs sociaux ont une expérience en accompagnement social lié au logement ou sont passés par des services sociaux en psychiatrie. Donc pour rappel, c'est vrai que le pôle social n'a pas vocation à accompagner à faire un accompagnement social à long terme, mais vise plutôt dans une intervention ponctuelle ou un accompagnement spécifique aux difficultés qui peuvent être rencontrées par les locataires, donc afin de créer un lien quand il n'y a pas beaucoup de liens autour, d'orienter et aussi faire du relais avec les services qui seront les plus adaptés à accompagner les personnes en lien avec la problématique rencontrée. Et tout ceci, comme il a été précisé déjà en introduction, favoriser le maintien dans le logement ou éventuellement, quand celui-ci n'est pas possible, accompagner vers un autre projet logement. Donc, en effet, nous favorisons l'aller vers, c'est-à-dire que l'essentiel de notre activité se tourne autour des visites à domicile, en tout cas dans la tentative de prendre contact avec le locataire. Donc, la question de la santé mentale est un sujet dont les bailleurs sont saisis déjà depuis plusieurs années maintenant, hein, qui nous a amené à travailler en collaboration avec des partenaires extérieurs et puis aussi, comme vous le disiez, avec l'ensemble de nos équipes à l'interne, équipes qui est sur le terrain et effectivement qui peuvent être parfois démunies face à certaines situations. Donc, peut-être pour rappel, on a deux expériences, en tout cas, de date pour illustrer le travail en partenariat. Donc, en 2011, il y a eu un accord cadre qui a été signé entre l'ADO HLM et puis les bailleurs sociaux, enfin, l'ADO HLM, pardon, la ville de Rennes, Rennes Métropole et donc le CHGR, qui est l'hôpital psychiatrique de Rennes. Et cet accord définit notamment les liens et les échanges entre l'hôpital et les bailleurs sociaux. On parlait d'éthique, de déontologie, de secret médical et puis de secret aussi sur les situations, sur les situations, et notamment concernant les personnes qui peuvent être occupées des logements d'insertion, les locataires du parc social, notamment. Donc cet accord définit aussi les modalités en vue d'un partage de réflexion et des échanges autour de la pratique commune, autour des situations. Donc ça permet en fait cet accord de privilégier un lien entre les bailleurs et les acteurs de la santé mentale. On parlait tout à l'heure de personnes qui pouvaient être effectivement hospitalisées. Ça permet de coordonner des sorties d'hospitalisation, de réfléchir à le maintien dans un logement, dans le logement actuel, ou être sur d'autres perspectives quand cela n'est pas possible, mais aussi d'alerter quand on constate des dégradations de certaines situations connues. Voilà. Le deuxième temps fort a été mené en 2020 dans le cadre d'une recherche-action avec la PRAS, en effet, dont le sujet était la fragilité psychologique et le logement. Donc là encore, c'est un travail partenarial avec le bailleur, l'hôpital psychiatrique, le conseil départemental, la ville de Rennes et Rennes Métropole. Donc cette recherche posait la question de ce qu'on disait tout à l'heure, comment repérer et prendre en compte les personnes en souffrance ou en fragilité psychique afin qu'elles puissent se maintenir dans le logement dans de bonnes conditions pour elles-mêmes, mais aussi dans leur environnement, avec le voisinage, les proches ou les éventuels intervenants en fonction. Ceci pour effectivement proposer des modalités pour les accompagner. Donc souvent, ces personnes n'étant pas ou plus suivies par les services de psychiatrie. Donc ce travail, du coup, portait sur le soutien au repérage des problématiques en santé mentale, une aide à l'orientation des locataires qui souffraient en souffrance psychique, aussi un travail sur le dispositif d'aller vers les locataires en souffrance psychique, et aussi un travail autour de la formation des agents du parc social, comme il était mentionné tout à l'heure.
Donc, ça a découlé notamment sur la route des signaux faibles, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, avec plusieurs indicateurs qui permettent effectivement de croiser voilà, plusieurs constats et de permettre l'évaluation d'une situation plus précisément. Donc, ça nous a permis, nous bailleurs aussi, de compléter et d'alimenter un process d'accompagnement, vous avez pu l'évoquer, et puis permettre de sensibiliser et de former les agents de proximité au repérage des situations. Donc, on a un process trouble de l'occupation, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas à Néotoa. Donc, en effet, ce process, il est formalisé, il est présenté et sous forme de formation auprès de chaque agent du territoire qui sont en lien avec les locataires qui peuvent être en souffrance psychique. Donc, ça permet d'identifier les situations, d'évaluer les actions à mener et de graduer en fait les interventions en partant des équipes du terrain qui sont en agence jusqu'à l'intervention à un moment donné du pôle social. Donc, en effet, comment ça se passe? On a ce qu'on appelle des points troubles très régulièrement, alors trimestriellement là pour l'instant, où l'ensemble des collègues de terrain, les responsables de secteur, d'agence. On a aussi le pôle juridique qui fait partie de ces instances, puisqu'à un moment donné, sur certaines situations, le levier d'une procédure peut être aussi soutenante pour aller accompagner certaines personnes, ou en tout cas déclencher quelque chose lorsqu'on n'arrive pas à entrer en contact. Donc, c'est un temps de travail collectif et d'identification, bien sûr, des situations, le repérage sur le terrain. Donc, quand on peut constater, en effet, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, des choses de l'ordre des plaintes de voisinage, mais également ce qu'on peut repérer sur le terrain, des dégradations sur les parties communes, des odeurs qui peuvent émaner des logements, une boîte aux lettres qui est pleine, un courrier, voilà, le courrier qui n'est pas relevé, des personnes qui peuvent être désorientées ou alors dans des propos parfois incohérents. Donc tout ça, voilà, est répertorié, aussi regarder d'un point de vue de la récurrence ou non, ça permet d'identifier si des partenaires également sont autour de la situation pour favoriser aussi les échanges et la prise de contact, en effet, de la part de notre pôle avec les partenaires. Donc, on évalue tous ensemble et puis à ce moment-là, on décide en effet l'intervention du pôle social qui pourra se mettre en lien avec les partenaires quand c'est nécessaire ou aller à la rencontre du locataire. Donc, voilà un petit peu la façon de procéder. Donc, tous les collègues de territoire préparent ces temps d'échange avec effectivement tous les éléments qu'ils auront pu repérer en amont et on regarde ensemble un peu les choses. Par ailleurs, si je peux préciser des choses sur les collègues l'équipe du pôle social, on parlait de formation tout à l'heure. En effet, il y a une politique interne qui favorise la formation des collègues, notamment aux approches des pathologies mentales, mais aussi les premiers secours en santé mentale. L'ensemble de l'équipe a été formé. Le personnel aussi de Néotoa, il y a des sessions régulières pour former les agents de terrain, parce qu'en effet, ce n'est pas toujours très simple. Et on a aussi une instance en interne avec une équipe mobile du CHGR. On a passé une convention aussi avec l'équipe mobile pour évoquer les situations, voilà, alors uniquement le pôle social, sur les situations qui questionnent et pour lesquelles nous avons une problématique de santé mentale. Il y a également des instances de réflexion qui sont présentes sur les territoires, sur chaque quartier, en lien avec un travail avec les bailleurs, les départements et l'hôpital psychiatrique. Et peut-être aussi la présence des commissions ILO, je ne sais pas si ça parle à certains, mais qui sont sur le territoire, organisées aussi tous les trimestres où les professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, services sociaux du département réfléchissent aux situations justement qui présentent des troubles d'incurie, d'hygiène dans le logement.
Donc, on a un travail d'élaboration, effectivement, avec les partenaires plus largement. Donc, voilà un petit peu comment nous, on travaille à l'interne dans le cadre du process organisé qui découle du travail aussi avec la PRAS, notamment. J'ai passé le temps ou pas? Non, non, très bien. Allez-y. Non, ce qui est intéressant dans la démarche de Néotois, c'est effectivement ce travail en fait interne qui a permis vraiment de travailler à la fois la formation des personnels de proximité et comment après on remonte au pôle social ces informations, et donc le pôle social avec les conseillers sociaux qui voilà, orientent, font un premier, enfin je suppose, hein, vous me dites après, vous complétez si je dis des bêtises, ce travail voilà, vraiment un peu d'identification après de qualification un peu quand même des situations, et après vers qui vous orientez, et effectivement le travail partenarial qui a été mené autour de ça. Voilà. Et moi j'avais quand même une question, c'est-à-dire que tous les personnels de proximité ont été formés. Vous l'avez dit, mais est-ce que vraiment tout le monde a pu bénéficier de ces formations, ou c'est quelque chose qui a été ciblé sur certains? Alors, les collègues, effectivement, sont formés. On a fini tout un process là, de formation jusqu'en début de l'année, là, sur le process, en tout cas, trouble de l'occupation. Et des sessions sont régulièrement diligentées, en fait, pour les nouveaux arrivants. Voilà, tout à fait, tout à fait. Après, le local reste aussi en veille et en mission conseil, en fait, la façon dont on est organisé. Puisqu'en effet, malgré tout, on peut avoir tous les éléments d'un process et puis avoir des indicateurs, des grilles pour voilà, faire en tout cas face à certaines problématiques. En effet, dans les moments où c'est compliqué, on peut aussi nous appeler et organiser des temps complémentaires pour pouvoir voilà, répondre à certaines questions et à des situations qui nécessitent voilà, un échange plus rapide que d'attendre un point trimestriel, par exemple. Merci. Il y a une question dans le chat sur la question des financements. C'est-à-dire, voilà, la question est de savoir est-ce que vous avez des financements, soit de l'État, des collectivités ou d'autres partenaires, ou bien est-ce que tout ça est financé par le bailleur? Alors non, il y a des fonds. Alors dans le cadre des recherches-actions, il y a effectivement des fonds publics et puis la participation des bailleurs. Oui, oui, en effet. Ouais. Donc il y a Après, plusieurs financements. Oui. Peut-être après on reviendra sur l'aspect partenarial. Voilà, on était évoqué aussi le 1 chez soi. Je ne sais pas si le lien on le fait maintenant ou plus tard. Oui, il y avait des petites questions sur, oui, effectivement, sur le chez soi d'abord. Pour vous dire que le chez soi d'abord, c'est un dispositif d'accès et de maintien en logement qui s'inscrit dans le logement d'abord pour un public qui a reçu un diagnostic de troubles psychiatriques dits sévères. Donc on est pour le coup pas force, c'est beaucoup plus étroit que la santé mentale. Ces personnes, pour certaines, ont un logement dans le parc social, mais c'est pas la majorité, loin de là. Donc par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, et on le verra peut-être plus tard sur la création des équipes mobiles, c'est qu'elles s'appuient sur des principes issus de l'expérimentation chez soi d'abord. Mais peut-être que j'avance un peu trop dans le sujet pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou des remarques pour cet exemple? Je ne sais pas si Espacil veut compléter sur son organisation interne ou si c'est pour après. Il n'y a pas de souci. C'est possible. Bonjour. Donc Namir Arzam, d'Espacil Habitat, responsable du pôle social. Non, effectivement, chaque bailleur, alors rennais et brétilien, a sa façon de développer la question de l'accompagnement social et le repérage des situations, mais on se rapproche très fortement des fonctionnements de Néotoa, et voilà, je présenterai par rapport au projet d'équipe mobile le fait que l'on fonctionne très en interbailleur sur le département d'Ille-et-Vilaine. Alors sur le partenariat à la location, mais que fait le bailleur de manière concrète après la Lévert? Les bailleurs, ils sont surtout dans une situation de veille et d'alerte s'il y a d'autres difficultés qui arrivent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé vers les personnes et qu'on les a orientées, les bailleurs sont en veille sur ces situations. Et il y a une question là sur laquelle je ne sais pas si les bailleurs peuvent répondre, sur la manière dont peuvent être associés les habitants dans ces dispositifs. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question ou si vous avez des infos. Cette question. Je veux bien avec Cynthia, tu compléteras mes propos, mais c'est vrai que effectivement, les locataires, le voisinage font partie
des personnes qui peuvent nous signaler des situations pour lesquelles effectivement ça vit difficilement dans un logement, et ça permet effectivement de les intégrer dans cette roue des signaux faibles où effectivement l'alerte de voisinage, mais aussi nous avons en soirée et en début de nuit les veilleurs de nuit qui nous accompagnent sur effectivement des troubles d'occupation qui peuvent être repérés par le voisinage quand effectivement les bailleurs ont fini leur journée de travail. Il y a un soutien qui peut être mené avec effectivement des rapports qui nous sont distribués tous les matins pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'alerte concernant l'occupation ou les difficultés d'occupation dans des logements ou dans une résidence plus largement. Ouais, Non, je suis assez d'accord. Après, parfois, les habitants peuvent aussi être des personnes ressources pour les personnes qui présentent, voilà, à un moment donné, des troubles et qui sont auteurs de troubles. Et voilà, on prend aussi en compte voilà, les personnes ressources pour essayer justement de travailler avec voilà, le locataire en difficulté à ce moment-là. Et en effet, je rejoins mes collègues sur la prise en compte des proches et le voisinage. D'autres questions ou remarques? Il y a une question sur le conseil local en santé mentale. On va l'aborder un peu plus tard au moment de la gouvernance santé mentale sur le territoire. Est-ce qu'on passe à la partie... On va passer à la partie partenariat, mais avant, on a une petite vidéo normalement, voilà, qu'on va vous proposer. Donc, on était à Rennes, on part à Marseille. Voilà, donc on vous propose de visionner cette vidéo avant de passer à la partie dédiée au partenariat. La coordination marseillaise santé mentale et habitat est un groupement de coopération sociale et médico-sociale composé de 3 équipes distinctes, l'équipe mobile inclusive, l'équipe d'Eugène Incurie et enfin l'équipe des réseaux santé mentale et habitat. Ces 3 équipes accompagnent des personnes ayant des troubles de santé mentale et des difficultés liées à leur habitat au sens large. Régulièrement, nous organisons des plénières où sont invités un grand nombre de partenaires, notamment les bailleurs sociaux. Quand on vient en tant que bailleur au niveau des plénières, bien souvent on fait remonter des situations que nos équipes de terrain ont constatées. L'intérêt pour 3F Sud de participer aux plénières, c'est vraiment d'avoir une seule porte d'entrée pour pouvoir échanger sur les situations et pour pouvoir aussi avoir des compétences professionnelles de différentes institutions. Nous, on est bailleur social, mais on n'a pas forcément l'expertise et l'approche que peuvent avoir d'autres institutions qui sont liées au médical, au social, etc. En intégrant le réseau de la coordination marseillaise en tant que bailleur, on se sent soutenu et aussi accompagné par rapport à une situation qu'on a pu rencontrer. On n'est pas seul avec la problématique. Il y a l'exemple d'un monsieur qu'on a suivi, du coup, qui était très marginalisé et isolé. La coordination a pris le relais donc avec l'éducateur et le psychologue de l'équipe. On a pu petit à petit créer un climat de confiance, ça a duré à peu près 1 an, pour justement sortir ce monsieur en fait, de ce cadre-là et aujourd'hui qu'il puisse être placé dans un établissement beaucoup plus adapté à sa situation. Bonjour Rick. Grâce à la coordination marseillaise et l'association régionale, les collaborateurs de proximité ont pu bénéficier d'une formation sur la problématique de la santé mentale en lien avec les questions du logement, ce qui leur permet d'améliorer leur posture professionnelle pour mieux accompagner les locataires ayant des troubles psychiques. Avant tout, la formation nous permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par ces personnes. Et pour nous, mieux comprendre, c'est déjà mieux agir. Il est vrai qu'à Marseille, la coordination Marseille Santé Mentale et Habitat permet la création d'un réseau solide en santé mentale. Pour la RHLM, ça permet quand même de réfléchir à une dynamique territoriale, régionale, en PACA sur ces sujets. Donc on va passer à ce volet dédié au cadre partenarial, voilà, sujet clé finalement dans toute cette articulation entre santé et logement. On l'a dit au début, favoriser l'interconnaissance, c'était un peu si ce n'est le premier objectif de notre travail conjoint.
Et donc, je vais laisser la parole à Raphaël pour essayer de vous expliquer ce cadre. Oui, l'idée, c'est d'introduire rapidement comment est structurée la gouvernance dans le champ de la santé mentale en France. L'idée, vous l'avez compris, c'est de faire parler des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément, qui ont des cultures différentes et qui, de fait de leur mission, sont pas forcément sur les mêmes enjeux, mais qui se retrouvent à la fin à devoir travailler ensemble. Et pour ce faire, voilà, il y a une structuration qui a été faite autour de la santé mentale. Donc, dans les grandes lignes, il y a une stratégie nationale qui va être développée au niveau ministériel, et notamment une feuille de route qui est portée par la délégation ministérielle à la psychiatrie et à la santé mentale, qui va donner, on va dire, les grandes lignes, donc, pour ce qui concerne en tout cas le champ du logement, la précarité, ou en tout cas le champ de l'action médico-sociale. Ça va être les notions d'aller vers, de mobilité, les notions de rétablissement, les notions de père aidant, enfin, tous ces concepts qui aujourd'hui ont fait leur preuve dans toute une série de dispositifs. Et l'idée, c'est qu'au niveau central, on propose des grandes lignes directrices qui vont permettre, si on doit amener des actions, qu'elles soient encadrées par ces principes-là. Ensuite, bien évidemment, chaque territoire est différent et a nécessité dans un mouvement de déconcentration de l'État, c'est aussi de décentralisation, c'est de comment adapter cette feuille de route nationale aux enjeux spécifiques des territoires. Et pour ce faire, donc je crois que c'est autour de 2016, se sont créés cette instance, le PTSM, donc Projet territorial en santé mentale, qui est donc une instance obligatoire, qui est pilotée par l'Agence régionale de santé, et qui vise finalement à adapter les grandes lignes du plan national de stratégie de santé mentale et psychiatrie aux enjeux locaux. Donc là, ça va être, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'ateliers, de tables rondes. C'est en général, ça débouche sur une feuille de route sur 5 ans. Et en ce qui nous concerne, un des axes prioritaires, c'est l'accès et le maintien au logement. Donc c'est lors de ces ateliers ou lors de la mise en place de cette feuille de route, l'ensemble des acteurs du logement vont être mis en place. Donc on reste sur une gouvernance stratégique. Et ensuite, pour rentrer dans quelque chose de plus opérationnel, on a ce qu'on appelle les conseils locaux en santé mentale, où là, ça va être plutôt piloté par des élus, où l'ensemble aussi des acteurs est représenté, mais plus spécifiquement pour mettre en place des actions très concrètes, donc une instance opérationnelle. Donc voilà, pour résumer, ces 3 niveaux, une stratégie nationale qui est portée autour de valeurs très fortes, notamment depuis quelques années les valeurs de rétablissement, une deuxième instance stratégique au niveau territorial, pilotée par les ARS, et enfin une déclinaison locale par des élus et des acteurs on va dire de première ligne qui vont permettre d'opérationnaliser tout cela. Et donc, pour poursuivre, l'idée, on en vient toujours à cette vocation très opérationnelle qu'on a voulu dans notre travail, c'est de pouvoir identifier, notamment pour vous, bailleurs sociaux, des outils concrets qui sont actuellement développés au niveau des ARS pour vous permettre justement d'avoir un relais sur la gestion de ces situations complexes. Et donc, on a voulu mettre la focale sur le dispositif d'appui à la coordination, donc dit DAC. Donc ce sont des dispositifs récents, ils ont été créés en 2019. Et donc, comme son nom l'indique, le dispositif d'appui à la coordination, il a vocation à pouvoir intervenir auprès de toute personne en situation complexe, quel que soit son âge ou sa pathologie, notamment lorsqu'il y a des cumuls de difficultés, donc des difficultés d'ordre en matière de santé, évidemment, mais également des difficultés sociales, médico-sociales. Ce dispositif d'appui à la coordination, il peut être saisi finalement dès lors qu'on a une nécessité d'avoir une coordination de parcours avec différents acteurs, des professionnels de la santé, entre médecine de ville et hôpital, mais également si on a un besoin de se rapprocher de services sociaux. Le dispositif donc d'appui à la coordination, il est placé auprès de chaque ARS. Alors comme c'est un dispositif récent, on a des déploiements qui peuvent être assez hétérogènes entre les régions. L'idée veut qu'il y ait à peu près un DAC par bassin de vie. Donc par bassin de vie, on entend une population entre 80 et 100 000 habitants. Et donc, il est placé au niveau de ce bassin de vie et il peut être saisi, et pour nous, c'est toute l'utilité de ce dispositif, non pas uniquement par un médecin, mais il peut être saisi par tout professionnel, finalement,
qui pourraient avoir un intérêt à y recourir pour favoriser une coordination de parcours. Donc, très concrètement, par rapport à notre sujet, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un bailleur social, dès lors qu'il fait face à une situation complexe, il peut saisir ce dispositif d'appui à la coordination, quand bien même, et c'est tout l'intérêt aussi, la personne concernée, finalement, n'a pas de médecin traitant. Et c'est tout l'intérêt de ce dispositif. On sait très bien, et on en a parlé, qu'on a des situations de non-recours qui peuvent être nombreuses. Et donc l'idée de ce dispositif, c'est aussi pouvoir aller vers des locataires qui finalement seraient en rupture de parcours de soins ou n'auraient plus de médecin traitant. De façon très pratico-pratique, normalement, vous avez sur chaque site de votre ARS un annuaire qui met à disposition les contacts des DAC que vous pouvez saisir et qui ensuite donc, peut avoir diverses missions. Donc on vous a mis les trois principales. On a d'abord une mission d'information, de recherche et d'orientation vers les ressources adaptées. On a ensuite une mission qui peut être une mission plus dédiée à l'évaluation de la situation, au calibrage des besoins, avec le cas échéant des visites à domicile qui peuvent être faites. Et puis troisième mission principale, finalement, c'est cette mission de coordination. Donc le DAC qui va finalement vous permettre de vous y retrouver finalement dans les différentes instances qui peuvent être saisies. Et le but, c'est d'arriver à construire pour la personne un parcours d'accompagnement sans rupture et d'éviter les ruptures de soins et des allers-retours entre différents médecins, rupture de soins, etc. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif dont vous pouvez vous saisir au niveau local. Je ne sais pas s'il y a des ARS qui sont ici, si elles souhaitent réagir, mais les retours de terrain qu'on a eus, je pense notamment dans la région Hauts-de-France, étaient assez forts autour de l'intérêt de ce dispositif et qui est très concret et très utile pour assurer ce travail de coordination. Peut-être juste, Pauline, reprécise qui porte les DAC. Ça se passe au niveau des agences régionales de santé. Voilà, et donc c'est pour ça que, si vous le souhaitez, ce sont véritablement de façon très concrète sur le site de votre ARS régional que normalement vous trouverez l'annuaire qui va recenser les différents DAC. Comme on l'a dit, c'est un bassin de vie entre 80 et 100 000 personnes. Donc en fonction de la taille de la population de votre région, vous pouvez avoir évidemment plusieurs personnes ressources que vous pouvez saisir en fonction de là où se trouve votre parc social en question. Il y a deux questions sur une première sur la différence entre le CLSM et le DAC. et une autre sur comment ça s'articule, finalement le rôle du SIAO et le DAC. Je ne suis pas certain qu'on puisse répondre à toutes ces questions. C'est des bonnes questions. Sur la première, je ne sais pas si... Oui, peut-être dire sur la différence entre les CLSM et les DAC, que ça va beaucoup dépendre des territoires et du niveau d'avancement des uns et des autres. Moi, je travaille à Montpellier. Le CLSM a été mis en place dernièrement et donc on n'a pas encore développé des outils qui sont censés ou supposés porter tel ou tel dispositif. Le DAC, il peut être saisi par n'importe qui, n'importe quel acteur du territoire pour avoir recours à un accompagnement ou au moins une évaluation de la situation de la personne. Donc c'est là où il faut effectivement, selon son département, se référer aux agences régionales de santé. Mais si on devait résumer, le CLSM, c'est une instance qui va réunir des acteurs différents, réfléchir à la mise en place d'une politique au niveau territorial de soutien, d'accompagnement, mais plus dans des groupes de réflexion, alors que le DAC est une cellule mobilisable sur de l'aller vers à domicile et d'évaluation des situations des personnes. Le CLSM est porté par les collectivités. Voilà, et du coup, c'est vraiment à une initiative de collectivités locales. Donc, il n'y a pas des CLSM partout, mais il y en a quand même pas mal. Et effectivement, voilà, c'est avant tout une initiative de collectivités. Et avec certaines des cellules de coordination de cas complexes. Elles n'ont pas toutes des cellules, mais beaucoup quasiment. Enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y en existe un certain nombre. Et, oui, c'est un outil plus opérationnel aussi. Ouais, alors, même si le CLSM peut être opérationnel, effectivement, on est sur ces enjeux-là, mais comme le disait Baptiste, c'est pas obligatoire le CLSM, à contrario du PTSM où c'est une obligation sur le territoire. D'où le fait, et puis c'est relativement récent entre guillemets, d'où l'idée, d'où le fait que ça fonctionne pas exactement de la même manière, et ce qui est aussi l'objet d'avoir des actions très territorialisées, mais et aussi parce que le DAC c'est tout nouveau. Mais moi j'imagine très bien que le DAC pourra tout à fait intervenir dans le cas d'un CLSM. Enfin ça. En tout cas, il y a une complémentarité qui est nette, quoi. En tous les cas, dans le guide, on reprécise tout ça. Donc voilà, on effectivement détaille clairement le rôle de chacun. Et ce qui est intéressant comme message à faire passer pour les BR, c'est de dire qu'il faut s'appuyer sur l'ensemble de ces ressources,
que ce soit DAC, CLSM, parce qu'effectivement, il y a des territoires où il y a des CLSM, d'autres où il n'y en a pas. Voilà, il y a des dispositifs où les DAC se sont peut-être mis en œuvre plus rapidement que d'autres. Enfin, j'en sais rien, il y en a partout, mais voilà. Et du coup, l'idée, c'est justement de bien connaître ces éléments et de pouvoir s'appuyer sur chacun d'eux. Et on avait une deuxième question sur les liens entre le DAC et le SIAO. C'est la question à 1 000 € peut-être de cet après-midi. Non, c'est une excellente question. Vous le savez, dans le cadre de la réforme du SIAO, on a cherché justement à renforcer la dimension partenariale dans la gouvernance du SIAO, avec notamment dans le comité stratégique partenarial la présence maintenant des agences régionales de santé, puisqu'effectivement les problématiques de santé sont fortes. Donc ma réponse serait de dire que la réforme du SIAO permettant une approche beaucoup plus partenariale justement de la question, la mise en place de ce comité stratégique partenarial qui est beaucoup plus ouvert et qui est notamment ouvert sur le champ de la santé. L'instruction du 30 mars, si je me rappelle bien, 2022, précise justement la nécessaire participation des ARS désormais dans la gouvernance du SIAO. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir, dans le cadre de cette gouvernance élargie, réfléchir avec le représentant du champ de la santé à la manière dont effectivement le DAC peut être sollicité. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas des liens territoriaux, j'imagine, peuvent exister et on les appuie évidemment, mais il n'y a pas en tant que tel, pour l'instant, une coordination, on va dire, obligatoire entre le DAC et le SIAO. D'autant que, et peut-être je finirai par là, c'est que le dispositif d'appui à la coordination, c'est quelque chose de récent. Donc ça se met encore en place dans les différentes régions, tout comme la réforme des SIAO, qui elle aussi récente, est encore en cours. Donc voilà, je ne vais pas m'avancer au niveau national pour vous dire ça, mais c'est en tout cas une excellente remarque et qui montre bien la nécessité de renforcer la dimension partenariale entre le secteur donc AHI, accueil, hébergement, insertion, et le secteur de la santé. Voilà. Oui, alors il y a une question sur le fait que pour le guide, concernant le guide, donc à la fin du PowerPoint et à la fin du webinaire, on vous transmettra évidemment le lien pour télécharger le guide, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Voilà, peut-être pour concrètement parler de ces questions partenariales, je vais redonner la parole à Espacil qui va nous expliquer comment ça se passe sur le territoire de Rennes Métropole. Oui, très bien, merci. Effectivement, je vais évoquer le projet interbailleur pour les bailleurs de Rennes Métropole, le travail qu'on a pu mener pour mettre en action un projet d'équipe mobile qu'on va nommer Trait d'Union. Alors, il n'est pas, le projet est en cours de finalisation avec un démarrage effectif à compter du 1er novembre 2025. Donc voilà, pour nous, ce projet, il reflète une forte collaboration déjà existante entre les bailleurs sociaux sur le territoire de Rennes Métropole, la métropole de Rennes et le centre hospitalier Guillaume-Régnier, donc l'hôpital psychiatrique sur les territoires d'Ille-et-Vilaine. Comme a pu évoquer notre collègue précédemment sur Cynthia de Néotoa sur le territoire rennais, cette collaboration était déjà existante dans le cadre d'une convention qui est effective depuis 2011 et qui est en cours d'actualisation. Donc ça, on est toujours en action avec le secteur de l'hôpital psychiatrique. Donc l'équipe mobile pluriprofessionnelle qu'on a souhaité sanitaire et sociale, effectivement, elle vise à prévenir les expulsions locatives et les ruptures du parcours résidentiel, effectivement au bénéfice des personnes présentant des problématiques de santé mentale et non accompagnées par un service sanitaire spécialisé ou de droit commun. Donc ça, c'était vraiment un préambule sur le projet. Le contexte et l'histoire un petit peu de ce projet, il s'inscrit forcément dans un contexte de tension, on l'a déjà évoqué, sur la demande locative sociale, avec des situations urgentes, et plus particulièrement concernant les publics fragiles, avec des problématiques de santé mentale. Ce projet, il fait déjà suite à un précédent dispositif mis en place en 2013, dans le cadre des 10 000 logements accompagnés, qui avait rencontré certaines limites dans l'accompagnement des situations fragiles en santé mentale. Donc pour nous, ce projet s'appuie également sur une fiche action élaborée dans le cadre du PTSM, projet territorial de santé mentale, visant à développer effectivement des équipes mobiles pluriprofessionnelles.
En amont et lors de effectivement la constitution de cette équipe et plus largement du projet, on a fait une étude auprès de différents dispositifs, donc une forme de benchmark. Nous, bailleurs sociaux, auprès d'équipes similaires sur le national, on a pu rencontrer l'équipe de Bordeaux, l'équipe Émile, l'équipe Elias de Paris et l'équipe de Nantes qui se nomme Psy Habitat, pardon. Voilà, suite à cette étude et aux présentations qui nous ont été apportées, on a vraiment identifié, ou plutôt on a permis de confirmer la nécessité de travailler avec l'hôpital psychiatrique, le CHGR Guillaume Régnier sur Rennes, étant le partenaire pour nous le plus adapté pour répondre aux besoins du public à soutenir et qu'on tente d'accompagner au mieux dans notre patrimoine. Voilà, pour nous, les finalités de ce dispositif, déjà, ce projet, pour nous, il constitue une forme de maillon manquant pour les bailleurs dans l'offre existante pour accompagner les parcours résidentiels et prévenir les expulsions locatives. Donc, on a voulu vraiment intégrer ce projet dans une double compétence sanitaire et sociale, je me répète, et voilà, avec effectivement comme outil la nécessité d'aller vers essentiel pour évaluer et soutenir les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre patrimoine sur les problématiques en santé mentale. On a aussi cette volonté d'aller accompagner les situations de non-demande qui sont récurrentes pour le public qui peut être ciblé. Et effectivement, l'offre d'accompagnement actuelle nécessite une adhésion normalement préalable, pas normalement, mais préalable du locataire. Donc là, on essaye effectivement d'avoir une notion d'accompagner la non-demande. Et on souhaite effectivement par ce projet renforcer les partenariats entre les bailleurs déjà présents, l'hôpital, pour effectivement favoriser tout ce qui est délai d'intervention, modalité d'instruction de la demande et du coup nous soutenir dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans le public en fragilité santé mentale dans notre patrimoine. Voilà, et ça complète, ce projet vise aussi à compléter l'accord cadre et le partenariat qu'on a déjà avec l'hôpital, ce qui est indispensable sur notre territoire. Donc, on a identifié pour ce projet 5 axes de travail. On a effectivement prévenir les expulsions locatives et les ruptures de parcours résidentiel. On a ensuite souhaité développer l'accompagnement et le maintien dans le logement dans de bonnes conditions pour le public visé. On a souhaité prévenir les situations de crise et les parcours d'hospitalisation. Effectivement, si on peut accompagner en amont les parcours de crise, c'est aussi désengorger un petit peu le monde, l'hôpital psychiatrique sur les hospitalisations. Et aussi la volonté de ramener le locataire en rupture de soins vers les services sanitaires de droit commun. Ça, c'est essentiel pour nous. Et aussi favoriser le lien, comme je vous le dis, entre l'hôpital et les bailleurs sociaux. Pour ça, effectivement, vous dites qu'un projet, il faut forcément des financements. Et du coup, on a travaillé sur un budget qui est assez conséquent. Le budget prévisionnel qu'on a pour ce dispositif sur une année pleine est d'un montant de 201 500 €. Alors, par rapport à ce budget, effectivement, il y a 3 sources de financement qui sont bien identifiées. Il y a la métropole de Rennes, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, l'AMI concernant le logement d'abord, les services de l'État et les caisses de garantie du logement locatif social, CGLLS, dans le cadre du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le dispositif FNFDL. Et on a effectivement la notion des fonds propres, les fonds propres des bailleurs pour effectivement compléter ce budget pour permettre effectivement la mise en place de cette équipe mobile. Après, derrière, c'est vrai que toute la présentation du dispositif risque un petit peu de répéter ce qui sera présenté par les différentes équipes mobiles dans la présentation, mais effectivement, nous, pour l'instant, la mise en place du projet va avoir lieu le 1er novembre et on se projette déjà sur la recherche de financement pour tenter de pérenniser ce projet à plus long terme. Voilà, c'est un travail qu'on souhaite effectivement mener prioritairement pour faciliter et maintenir ce travail de collaboration avec l'hôpital psy sur le territoire rennais. Voilà. Merci. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de montrer comment un partenariat existant sur un territoire en lien avec un hôpital psy, un bailleur et puis une collectivité permet de créer un nouveau dispositif qui est cette équipe mobile qui va se mettre en place. Et du coup, ça nous fait une très bonne transition avec la suite, sauf si vous avez des compléments, monsieur, la personne d'Espacil, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Namira Raza, pas de souci. Non, après derrière, je bloqué
sur pas mal de choses, le public cible et les modalités d'accompagnement, mais je pense que ça va peut-être passer à la partie équipe mobile. Ouais, on va passer à la partie équipe mobile et puis éventuellement vous compléterez les propos si vous pouvez rester de Montpellier. Comme ça montrera la complémentarité des, enfin voilà, les deux exemples différents d'équipes. Voilà. Très bien, merci. Entre Rennes et Montpellier, on vous propose Bordeaux. Voilà, donc là l'idée c'est en capsule vidéo, voilà, on est pour faire le lien justement et vous montrer que les dispositifs sont essaimés un peu partout. Ouais. Donc on vous propose une petite vidéo sur l'expérience bordelaise avant de passer la parole à Baptiste pour. Trop bien. Le dispositif Émile, donc c'est équipe mobile inclusive logement emploi. On est une équipe de 5 professionnels et on accompagne des locataires en souffrance psychique du parc public qui sont menacés de perdre leur logement par rapport à leurs troubles. Bonjour. Ça va et toi? Aujourd'hui, on vient voir Pierre, qu'on accompagne depuis quelques mois maintenant sur le dispositif Émile. On vient voir Pierre à peu près une fois tous les 15 jours. La santé mentale, c'est un vrai sujet. Ça arrive par l'entrée du trouble au voisinage en général, ou l'absence de trouble et un locataire qui ne donne plus signe de vie. En 2016, nous avons commencé avec 2 autres bailleurs, Mesolia et Incité, à nous intéresser au sujet et à nouer un premier partenariat avec Harry Azaïs. L'équipe Émile, qui est une équipe pluridisciplinaire, vient compléter le premier travail de repérage, d'amorçage qui a été fait par le chargé de développement social et va entrer en lien avec le locataire, va essayer de lever des freins. L'objectif d'Émile, c'est que les personnes elles puissent se maintenir dans leur logement déjà. Et après, c'est qu'on puisse raccrocher ces personnes vers les relais professionnels pour améliorer leur situation. En 2023, nous avons signé une nouvelle convention associant d'autres bailleurs, Clercienne, Gironde Habitat et Aquitanis, pour redéployer le nouveau dispositif autour du projet Émile. On rencontre beaucoup de personnes qui sont isolées, qui présentent une dépression et ou des addictions. Et après, on a une partie quand même non négligeable de personnes qu'on accompagne qui présentent une incurie dans le logement, ce qu'on peut appeler syndrome de Diogène. J'ai heureusement le soutien de l'équipe Émile. C'est des gens qui sont ouverts, qui ne jugent pas, qui s'inquiètent régulièrement quand on n'a pas le moral. Il y a souvent un petit coup de fil entre deux pour s'assurer qu'il n'y a pas besoin de se revoir plus tôt. Donc c'est une équipe qui est dans le soutien et l'ouverture. Il faut pérenniser ce type de dispositif. On est dans un environnement social où je vois mal comment on pourrait s'en passer. On est très en demande de ce genre de partenariat parce que ça va permettre de venir compléter vraiment l'approche du chargé de développement social et de travailler avec des angles différents. C'est aussi sortir de la relation locataire-bailleur. La volonté d'Émile, ça serait de pérenniser le dispositif pour pouvoir accompagner plus de personnes et d'étoffer l'équipe avec un temps de médecin généraliste et voire même, dans l'idéal, un temps de psychiatre ou de psychologue. Ok, donc on reprend le fil du sujet. Donc effectivement, notre dernière partie de webinaire va être dédiée aux équipes mobiles. Donc on a déjà quelques questions sur les équipes mobiles dans le chat. Donc on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Effectivement, on a souhaité dans le guide consacrer, faire un zoom sur ces équipes mobiles qui se développent beaucoup dans le parc social. On en a un certain nombre maintenant. La spécificité, c'est qu'elles ont tous des contours assez différents, des compositions assez différentes. Donc voilà, donc dans le guide, on essaye un peu de trouver le tronc commun de ces équipes. Et là, du coup, vous avez eu l'exemple de Bordeaux là qui vous a été présenté en vidéo. On va voir l'exemple de Montpellier après. Et puis effectivement, peut-être que si Espace Île est encore disponible, repréciser certaines choses sur l'équipe mobile qui elle se met en place à Rennes. Voilà, mais peut-être que déjà on va vous donner, alors pas tout de suite, on va attendre un tout petit peu, mais peut-être déjà repréciser comment dans le guide on a mis les choses sur notamment les objectifs qu'on donne aux équipes. Oui, merci Maryse. Oui, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quand même des dynamiques qui émanent du terrain. Il y a cette volonté des bailleurs, mais aussi des travailleurs sociaux de créer des équipes par rapport à des besoins ressentis. Donc c'est vraiment une approche qui vient encore une fois du terrain. Et ça, c'est des choses que nous, on valorise beaucoup au niveau de la Dial. Et donc oui, on a réussi, en tout cas via le guide, à définir des grands objectifs. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de questions très précises. Juste pour vous dire qu'il y a un travail en cours avec les équipes mobiles existantes sur le territoire pour essayer d'uniformiser, entre guillemets, les pratiques, ou en tout cas
peut-être donner un cadre un peu plus structurant à la demande de ces équipes-là. Et donc, on espère que ce travail pourra aboutir en début d'année prochaine avec le développement de ces équipes-là. Peut-être juste dans les objectifs, clairement, ça on l'a dit, hein, en fait, en plus dans un moment où c'est particulièrement tendu au niveau locatif, la meilleure moyen d'éviter le sans-abrisme, c'est que les gens ne se retrouvent pas à la rue. Et donc, il y a vraiment une vraie... on va dire, l'argument numéro 1, c'est comment maintenir les personnes et prévenir au maximum les expulsions. Comment aussi coordonner et fluidifier le parcours avec les acteurs du soin. Anticiper les situations de crise et notamment, Pauline, tu l'as évoqué tout à l'heure, les hospitalisations sous contrainte qui sont, on le sait aujourd'hui, très traumatiques. On sait qu'elles sont des moments nécessaires, mais on sait aussi que si on prévient en amont, on arrive souvent à les éviter. Et on sait que c'est en termes d'adhésion aux soins, en termes de parcours de rétablissement, ça permet quand même de gagner énormément de temps, d'éviter ce type de contraintes, mais aussi permettre aux personnes d'avoir accès à leurs droits, et notamment au droit à la santé, hein, la question du non-recours, qui est quand même quelque chose qui reste quand même assez considérable pour certains publics. Et puis proposer un appui, en tout cas favoriser une certaine tranquillité résidentielle. Et enfin, peut-être des actions plus dirigées sur les bailleurs, en leur proposant des outils et aussi un soutien, et leur permettre de monter en compétences. Et peut-être c'était juste pour faire un petit lien avec ce qui a été dit sur la formation. Je pense que c'est très important que ces formations aient lieu, mais c'est aussi ces formations pour vous dire qu'il n'y a pas de solution magique, en fait, parce qu'on est souvent dans l'attente d'une solution magique de la psychiatrie, donc on attend, et la psychiatrie n'arrive pas. Et en fait, quand ils arrivent, ils vous disent un peu comme tout le monde, on ne sait pas trop comment il faut faire, il faut juste qu'on travaille ensemble. Et il y a aussi cette idée d'éviter de fantasmer qu'on va avoir une intervention magique qui va permettre de trouver des solutions, mais plutôt de dire quels sont les niveaux de connaissance chacun. Et c'est en tout cas en travaillant ensemble qu'on va pouvoir proposer ce type de solution. Donc on continue les présentations avec du coup Je vais peut-être juste effectivement préciser qu'en termes de mission, ce qu'il y a en commun, effectivement, on l'a déjà dit, donc je vais aller très vite sur le fait que c'est des équipes mobiles qui vont vers les gens, sur des locataires qui sont souvent préalablement repérés par les bailleurs, comme souffrant potentiellement d'une difficulté, que globalement elles sont composées à chaque fois d'au moins de travailleurs sociaux, et en fonction, elles ont plus ou moins des soignants, mais ça, les exemples nous montreront comment elles sont composées. Elles sont là pour réaliser un diagnostic, accompagner les personnes et les orienter vers les bons dispositifs. Et puis, comme on l'a déjà évoqué avec les formations, souvent ces équipes permettent d'assurer certaines formations ou d'assurer au moins une montée en compétence des bailleurs sur ces questions-là. Donc il y a à la fois ces deux volets, accompagnement des personnes et aussi accompagnement des fois des bailleurs sur certains sujets. Donc ça dépend aussi des équipes et de leur composition, mais globalement, c'est comme ça qu'elles fonctionnent avec des différences qui peuvent être territoriales. Voilà. Et donc dans le guide, on développe aussi le rôle qu'elles peuvent avoir en termes de coordination. Et puis voilà, sur le volet financement, elles ont des financements qui peuvent être très différents. Il y a à la fois des financements des fois via l'ARS. Souvent, quand c'est des projets bailleurs, ils sont financés par le FNAVDL. On a des financements État et on peut avoir aussi des financements de collectivités locales. Et c'est assez divers, mais peut-être que dans les exemples seront précisés un petit peu comment elles sont financées. Donc effectivement, je vais laisser la parole à Baptiste Méneguin qui travaille donc à Montpellier, à Altemed, qui a monté une équipe mobile sur Montpellier. D'exemple d'une équipe mobile qui s'est mise en place. Oui, merci. Je vais vous raconter l'histoire de l'équipe mobile de Montpellier qui s'appelle l'équipe mobile Habitat Accompagnement, qui a vu le jour en décembre dernier, après la mobilisation de plusieurs acteurs au niveau du territoire de Montpellier. Juste avant, un petit détour pour le groupe pour lequel je travaille, donc Altemed, qui est une société qui regroupe une société d'énergie, un aménageur constructeur sur le territoire et un bailleur social, ACM Habitat, qui a 23 000 logements sur Montpellier, sa métropole et le département de l'Hérault. Détail important parce que moi je travaille pour la direction de la transformation et de l'innovation qui permet le déploiement et le développement de projets sociaux. C'est le poste que j'occupe aujourd'hui et qui m'a donné l'occasion de travailler sur ce projet de création d'une équipe mobile d'accompagnement pour les locataires qui vivent avec des problèmes de santé mentale et à partir d'un constat partagé par tous les acteurs de terrain et notamment d'un risque d'expulsion de ces personnes qui sont la plupart du temps, tout le temps, dans des situations d'isolement extrême. Donc l'histoire débute avec des crédits FNAVDL
que les bailleurs mobilisent régulièrement pour différents types de projets d'accès ou de maintien dans le logement, et avec la dette du département de l'Hérault, qui est intéressé par ce projet de création d'équipes mobiles qui n'existe pas sur le territoire départemental. Évidemment, les fonds étant limités, la dette nous invite en tant que bailleur à aller chercher des cofinancements, ce que nous faisons dès le départ avec l'Agence régionale de santé et la délégation départementale, puis l'Agence régionale de santé en Occitanie qui soutient ce projet, avec la collectivité, puisque la ville de Montpellier s'est engagée dès le départ, dès le démarrage sur le financement de ce projet, et avec la Fondation pour le logement des défavorisés qui participe également en direct auprès de l'association. Donc c'est un maillage territorial qui permet de mettre tout le monde dès le début autour de la table pour tenter de résoudre, tenter d'accompagner une problématique qui est identifiée par toutes et toutes sur le territoire. Les personnes qui sont identifiées, elles le sont par les équipes de proximité du bailleur qui vont, selon tout ce qu'on a vu avant, les signaux faibles, repérer ces situations de personnes et les orienter. J'ai vu dans la conversation des questions sur le consentement et la RGPD, comment on respecte ça, donc j'en profite pour vous donner un peu à voir le process en interne du bailleur. Le bailleur, donc le personnel de proximité qui va repérer ces personnes, va pouvoir transmettre une fiche à l'association qui a été sélectionnée par le bailleur dans le cadre d'un appel d'offres pour porter le dispositif équipe mobile d'accompagnement habitat. Cette fiche, elle est rédigée par le personnel de proximité après un accord de la personne, et pour s'assurer du consentement de la personne, on a défini un process qui dit que chaque premier rendez-vous, chaque première rencontre est fait en collaboration avec quelqu'un en interne au bailleur et l'équipe d'accompagnement. Ça permet de recueillir le consentement et de faire un peu le trait d'union, comme le mot a déjà été dit, entre les équipes internes et l'équipe qui va venir depuis l'extérieur accompagner la personne depuis son domicile. C'est des méthodes et des process qui ont été expérimentés par d'autres sur le territoire, et notamment par les collègues de l'équipe Émile à Bordeaux, que je salue, puisque ces équipes existent depuis longtemps sur le territoire. Elles ont des fonctionnements qui sont parfois différents en fonction du contexte territorial, mais elles essayent d'avoir des process qui sont similaires, d'autant plus si on est dans une optique de pérennisation et de modélisation de ces équipes. Sur la mise en œuvre opérationnelle, donc, on a rédigé un cahier des charges, lancé un appel d'offres sur le territoire auquel des associations ont répondu, sélectionné une association qui s'appelle l'association Vallée de l'Hérault, qui porte des dispositifs d'accompagnement vers d'accompagnement dans le logement, comme les SAVS notamment. Ils ont la compétence pour nous de cette démarche d'aller vers, qui est différente d'une intervention dans un centre d'hébergement, par exemple, ou dans des lieux collectifs. C'est un savoir-faire qui est particulier et qu'il faut aussi pouvoir ériger en règle sur le respect de la personne, sur le fait qu'on se déplace à domicile, sur un accompagnement orienté rétablissement, par exemple, qui sont des notions et des pratiques à mettre en avant aujourd'hui. L'équipe, elle est composée de 3 équivalents temps plein pour l'instant, un travailleur social, un infirmier spécialisé en psychiatrie et un travailleur pair. Là encore, on a défini ce fonctionnement-là d'une équipe à 3 ETP en tenant compte du décloisonnement possible entre le secteur social et médico-social, et évidemment entre les bailleurs et le secteur associatif, mais aussi en introduisant la compétence du travail pair qui s'avère efficace en termes d'accompagnement pour aller vers des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, donc il y a le process interne au bailleur, mais il y a aussi comment on se rencontre avec d'autres équipes au niveau national pour porter le déploiement et le développement de ces équipes-là. Elles existent, on l'a dit, il y en a beaucoup sur le territoire. Elles ont des modèles de financement très différents en fonction des territoires. Elles ont aussi des modalités de fonctionnement très différentes selon leur histoire et selon leur ancienneté. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir imaginer ensemble une modélisation avec des indicateurs communs qui permettraient aux services centraux de l'État de pouvoir analyser, évaluer la pertinence de ces dispositifs, même si on sait leur utilité, mais d'aller dans le détail en fonction d'une grille de lecture
commune pour pouvoir évaluer et modéliser un petit peu ces équipes. Donc on est avec les collègues notamment de Bordeaux, de Marseille, de Dijon, de la région parisienne évidemment et beaucoup d'autres que je ne cite pas tous ici, en train de travailler avec les services de l'État et la DIAL en particulier à cette modélisation et à la rédaction de ce cahier des charges qui pourrait voir le jour en début d'année prochaine. Et merci à Raphaël pour la confiance accordée et pour ce travail en collaboration. Pour finir, et je pourrais répondre aux questions ensuite, le travail qui a été fait en collaboration avec la DIAL et l'USH est un travail essentiel puisqu'il donne des repères aux bailleurs sociaux qui n'ont pas les ressources en interne pour accompagner des locataires avec des troubles de santé spécifiques. Il donne les premières bases et il donne aussi des notions de comment on se lance dans cette histoire en tant que bailleur social et en fonction du territoire sur lequel on évolue. Donc merci aussi pour cette co-construction parce que ça a été le cas pendant les groupes de travail lors de l'année 2023. J'ai une pensée pour Pascal Estécandi aujourd'hui qui a mené ce travail aussi avec l'USH. Voilà, pour terminer, juste redire que j'entendais Jérôme Darcourt, le DIAL, la semaine dernière à l'ouverture de ces sessions de webinaire, dire que les territoires sont souvent à l'initiative de projets, d'expérimentation, d'innovation, parce qu'ils ont les réalités de terrain et ils ont la pratique au bout du compte pour les personnes qu'on est censé loger, accompagner en fonction de là où on parle, et que ce travail d'aller-retour entre le terrain qui peut être porteur d'expérimentation et d'innovation et l'écoute de la DIAL en général depuis toutes ces années et de ces allers-retours pour pérenniser et modéliser les dispositifs est essentiel aujourd'hui. J'espère qu'on pourra continuer à travailler tous ensemble. Vous avez des questions pour l'équipe mobile de Montpellier ? Il y a une question sur le chat sur le chat sur finalement qu'est-ce que c'est la mobilité, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'aller vers, donc peut-être si Baptiste si veut dire quelque chose, peut compléter. Oui, l'équipe mobile d'aller vers, c'est effectivement des termes qu'on emploie beaucoup. On ne les a pas redéfinis ici. L'aller vers, c'est aller sur le lieu de vie de la personne. Principalement à domicile, mais aussi tout lieu qu'elle fréquente habituellement. Ça peut être son quartier, ça peut être un espace ressource sur son territoire et son environnement de vie immédiat. L'idée, c'est d'intervenir directement dans la cité, depuis le domicile de la personne ou depuis les endroits où elle a ses habitudes de vie et d'aller la rencontrer pour démarrer un accompagnement à partir de là où elle en est, à son rythme et en fonction de ses priorités. Donc évidemment, il y a les contraintes du bailleur et le repérage qui a été fait avec tout ce qu'on a évoqué auparavant, mais il y a aussi le rythme de la personne et là où elle en est au moment où l'équipe mobile va la rencontrer dans son lieu de vie habituel. Donc mobile et aller vers son lieu de vie habituel et principalement son logement. Et aussi, peut-être, pour aller dans ton sens, il y a la notion d'aller vers, c'est aussi d'être en capacité de reconnaître l'environnement de l'autre et de... C'est pas qu'un déplacement physique, enfin l'aller vers, c'est aussi en capacité de psychiquement se déplacer et capable de comprendre les réalités des uns et des autres, mais aussi pour comprendre, mais aussi pour trouver des leviers qui permettent derrière d'aider au parcours de rétablissement de la personne. Donc voilà, c'est un mouvement global, on va dire. Un mouvement global, et enfin, si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi la démarche d'aller vers et d'aller dans le domicile de la personne, quel que soit l'état de santé de la personne au moment où on la rencontre, quel que soit l'état du logement aussi au moment auquel on la rencontre, c'est d'avoir une forme de respect a priori sur ce qui peut se passer pendant cette première rencontre, sur ce qu'on peut voir, qui peut être des situations qui peuvent être des situations inhabituelles, des situations qui sont parfois difficilement supportables pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, mais le respect a priori de l'environnement de la personne est aussi un préalable à toute démarche d'accompagnement. On va peut-être quand même redonner la parole juste à Espacil pour compléter sur l'équipe mobile qui se met en place sur Rennes. Peut-être que vous évoquiez aussi la question au moins de la composition ou quelques questions aussi sur le budget que vous aviez indiqué, semblerait-il, peut-être repréciser des choses. Okay. Je veux bien aussi, en complément du collègue, repréciser le aller vers. Hein, effectivement, le besoin premier, c'est quand même d'aller vers la personne dans son logement, mais effectivement, on travaille au rythme de la personne. Si la difficulté première, c'est de rentrer dans le logement, effectivement,
peut y avoir des solutions où le premier rendez-vous peut se faire dans un lieu tiers, le temps de gagner la confiance, effectivement, la confiance de cette personne. Pour la question de... Alors, il y en a plusieurs que j'ai repérées. Alors, l'équipe mobile, elle n'est pas seulement pour le bailleur Espacil Habitat, elle est aussi pour l'ensemble des bailleurs rennais, voilà, qui ont du patrimoine sur Rennes Métropole. Donc, c'est un travail avec l'ensemble des bailleurs rennais qui a été mené pour ce projet d'équipe mobile. Je lis les autres questions. Le budget indiqué, effectivement, c'est pour financer quoi? C'est l'accompagnement de 40 ménages simultanément sur une année. Donc, après, le nombre d'interventions des professionnels, donc il y aura un ETP infirmier, un ETP travailleur social du CHGR qui interviendront auprès de nos locataires repérés. Voilà, donc 2 temps plein pour les 40 ménages accompagnés simultanément. Et c'était quoi? En cas de crise ou de refus total, le locataire d'engager un suivi. Et bien, effectivement, les bailleurs, alors, effectivement, c'est un petit peu le dernier levier qu'on a, nous, l'équipe mobile, hein, quand effectivement, il n'y a pas du tout adhésion de notre locataire sur les difficultés d'occupation. Nous, après, on a des process internes. Tout bailleur social doit la sécurité de son locataire, mais aussi la sécurité de l'ensemble des résidents d'un bâtiment. Donc, effectivement, nous, on a des process avec notre service juridique qui va après sur des procédures d'expulsion quant à des défauts d'occupation et des troubles forts d'occupation qui nuisent à l'ensemble de la résidence. Donc là, effectivement, ces parcours, ces ruptures de parcours qu'on souhaite travailler pour éviter effectivement toute expulsion. C'est un petit peu ce dernier levier qu'on pourra activer si effectivement c'est des situations qui relèvent bien d'un accompagnement par l'équipe mobile en psychiatrie. Oui. Peut-être insister sur ce point en disant que effectivement il y a des situations de personnes pour lesquelles un accompagnement médico-social ne correspondra pas. Dans le pari qui est fait dans la création ou la pérennisation de ces équipes, c'est pas de dire, comme Raphaël disait, c'est une solution magique qui va fonctionner à chaque fois et dans toutes les situations. C'est de se dire, on crée un outil qui aujourd'hui n'existe pas et qui permet d'aller vers des personnes qui sont dans des situations de grand isolement et souvent de précarité et de détresse très importante. Donc on se dote de ces outils-là, on essaye une fois. Si ça ne fonctionne pas, on peut réessayer aussi dans une temporalité qui parfois, et celle de la personne, est un peu plus longue que parfois les urgences techniques du bailleur. Ensuite, la réalité, elle reste la même avec les procédures et ce qui est possible d'envisager si la situation reste bloquée. L'idée, c'est de se dire juste, on crée un outil qui n'existe pas et on va tenter au maximum d'aller vers la personne pour lui proposer, lui fournir un accompagnement médico-social en espérant que ça puisse l'aider dans sa situation. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas, du coup, il y a d'autres questions ou si il y a des compléments éventuels qu'ils souhaitent. Avant peut-être de conclure, on a une intervention d'une collègue de la DIAL qui est aussi à Rennes, voilà. Donc. Anne-Sophie, vous dire qu'effectivement le guide est disponible et également disponible sur le site de la DIAL, a priori déjà publié, donc voilà, vous n'hésitez pas si vous souhaitez le télécharger. Donc effectivement le guide, bon là vous avez le lien pour le télécharger sur le site de la DIAL, on l'a mis aussi sur le site de l'USH. On a un espace ressources santé mentale qui est ouvert à tous, donc les collectivités peuvent aussi aller sur cet espace ressources où il y a effectivement les vidéos qui vous ont été présentées. On a 2 autres vidéos disponibles, donc une sur l'exemple rennais, mais on ne vous l'a pas passé là parce que les gens étaient présents. Voilà, on a aussi un exemple d'une résidence accueil en Ile-de-France et on a aussi toute une série de fiches expériences, notamment sur différentes équipes mobiles. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, aussi à aller vous tapez USH santé mentale et vous tombez aussi sur ces ressources. Anne-Sophie, on te laisse la parole pour nous expliquer le lien avec prévention des expulsions locatives, mais tu es l'expert, tu vas nous en dire plus. Merci.
Merci beaucoup, Pauline. Alors, il n'y a pas encore de succursale Idéalco à Rennes, mais peut-être un jour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si le son est correct. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Alors, peut-être je vais vous dire des choses voilà, qui sont un peu redondantes, puisqu'avec toute la richesse des interventions, beaucoup de choses ont été dites, mais effectivement, Pauline le disait en introduction, le logement d'abord, c'est un peu deux piliers. Il y a la question de l'accès au logement, puis l'enjeu du maintien des locataires dans leur logement. Accéder au logement, c'est bien, s'y maintenir durablement et de façon sécurisée, c'est mieux. Donc, on a beaucoup évoqué aujourd'hui là, les questions de santé mentale et puis son corollaire, qui est la question des impayés locatifs, qui peuvent aussi être une difficulté rencontrée par les locataires, qui peuvent mettre en jeu leur maintien dans le logement. Donc, sur cette politique publique de prévention des expulsions locatives portée et animée par la DIAL finance des équipes mobiles de prévention des expulsions locatives au travers de différents financements. 26 équipes mobiles ont été créées par la DIAL au moment de la crise sanitaire, en réponse à la crise sanitaire de façon un peu expérimentale, qui ont depuis été pérennisées et qui sont financées directement par le programme 177, donc qui est un programme financier. Et ces 26 équipes mobiles déployées dans les grandes métropoles de France interviennent prioritairement dans le parc privé, auprès des locataires du parc privé. Et aux côtés de ces équipes mobiles, on trouve d'autres équipes mobiles de prévention des expulsions locatives qui, elles, sont davantage financées, Maryse l'a dit tout à l'heure, sur des crédits FNAVDL ou LDA et qui, en général, sont plutôt fléchés locataires du parc social. Donc, au fond, on voit qu'on a une grande diversité d'équipes mobiles, qu'il s'agisse d'équipes mobiles en santé mentale, qu'il s'agisse d'équipes mobiles de prévention des expulsions locatives, parc social, parc privé. On trouve aussi des équipes mobiles plutôt spécialisées, troubles d'accumulation, diogènes, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quelle que soit finalement la thématique d'intervention, il nous semble important de pouvoir valoriser le savoir-faire, ce savoir-faire qui est commun à l'ensemble des équipes mobiles. Alors, ce savoir-faire, il repose à la fois sur des façons particulières d'aller vers, on vient d'en parler, hein, sur des éléments un peu de définition de ce que veut dire aller vers des locataires qui sont en repli. C'est aussi un savoir-faire qui repose sur le travail avec des locataires qui ne sont pas en demande, sur la non-demande. Donc, il faut aller chercher chez le locataire un besoin et faire reconnaître ce besoin pour accepter l'accompagnement. Et puis, c'est aussi tout un savoir-faire sur l'engagement dans une relation d'accompagnement et l'établissement de ce fameux lien d'accompagnement qui est la première brique indispensable à l'engagement d'un travail à plus long terme avec le locataire. Et puis la deuxième chose qui me paraissait aussi peut-être important de partager avec vous aujourd'hui, c'est la question au fond, finalement, la diversité de ces équipes mobiles qu'on pourrait dire thématiques, hein, qui ont une porte d'entrée ou diogène ou santé mentale ou prévention des impayés locatifs. En fait, on voit bien que les problématiques des ménages ne fonctionnent pas en silo, que tout ça est finalement assez cumulatif, on l'a dit, hein, les publics peuvent rencontrer des difficultés cumulatives qui nécessitent au fond un savoir-faire assez transversal. Et cette transversalité de l'intervention, cette approche globale qui nous paraît nécessaire de valoriser et de réaffirmer. Donc finalement, avec ces deux constats, hein, de ce socle de savoir-faire et de cette approche globale à valoriser, eh bien, ça nous engage, nous, à la DIAL, dans un travail qui nous paraît important pour valoriser les équipes mobiles, reconnaître leur savoir-faire et formaliser finalement toutes ces compétences au sein d'un document. Alors, on a parlé de cahier des charges tout à l'heure, je crois que c'est Baptiste qu'on a parlé. En tout cas, sachez que le travail est engagé auprès de la DIAL et va se poursuivre dans les mois qui viennent pour tenter de produire quelque chose qui reconnaisse la spécificité et la plus-value de ces équipes mobiles dont on sait aujourd'hui combien elles sont précieuses pour résoudre un certain nombre de situations, même si, là encore, ce n'est pas l'outil magique et elles n'ont pas vocation à répondre à l'ensemble des situations, mais c'est une brique supplémentaire dans l'offre d'accompagnement qu'on peut soutenir.
Merci. Donc nous, effectivement, on continue à l'USH à travailler avec la DIAL sur ces sujets-là. Donc on tient au courant, en tous les cas, informer les bailleurs de tous ces dispositifs et on est présent en tous les cas pour pouvoir compléter les travaux et pour travailler sur ce cahier des charges national. Voilà. Et il y a encore un enjeu de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble. Donc j'invite aussi les acteurs locaux à être, enfin en tous les cas, à faire en sorte que ces démarches puissent voir le jour et puissent compléter en lien avec l'ensemble des partenaires, les collectivités locales, l'État. Et c'est ça qui est intéressant sur cette thématique, c'est de pouvoir travailler ensemble à l'amélioration des situations. Je ne sais pas si la DIAL veut compléter. Peut-être pour répondre aux questions, finalement, il y a une question sur les aspects juridiques, là, je vous laisserai peut-être parler, mais sur les questions du financement ARS, du cofinancement ARS de ces équipes-là pour financer les postes de soignants, en fait, ce que j'entends comme question. Donc effectivement, nous, on est en train de réfléchir à développer les équipes mobiles, trouver un cadre de référence pour pouvoir qu'elles travaillent comme, en fait, avoir les meilleurs résultats, mais aussi, comme le disait tout à l'heure Baptiste, qu'elles puissent être aussi accompagnées par les services de tutelle pour pouvoir les accompagner de la meilleure manière. Donc, dans ce cadre-là, on attend, comme toujours, on essaye de travailler avec tout le monde et de trouver des financements où il y en a. Et là, c'est compliqué aujourd'hui de vous donner une réponse sur en général, parce qu'on sait aussi que ce financement-là va être très dépendant des territoires, des initiatives locales, des mobilisations aussi des associations. Donc, on n'a pas un modèle de financement complètement uniforme pour l'ensemble du territoire, mais ça sera à travailler au cas par cas. Et donc nous, effectivement, en tant que délégation interministérielle, on est aussi à même de pouvoir travailler avec ces différents acteurs pour proposer, encore une fois, une équipe mobile au plus proche des besoins repérés sur le territoire. Peut-être une question sur est-ce qu'il y a des aspects juridiques, vous êtes accompagné par partenaire avec l'ADIL? Alors, moi, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas de partenariat avec l'ADIL sur l'aspect juridique, mais l'aspect juridique peut-être en précisant, et je réponds à une autre question en attendant, en précisant sur quelle forme d'aspect juridique, sur les procédures ou sur le niveau RGPD. Voilà. Peut-être que la personne qui a posé la question peut préciser. Et sur le financement des équipes, des professionnels dont les équipes mobiles par les agences régionales de santé, en tout cas pour Montpellier, mais je crois que c'est le cas dans d'autres équipes mobiles, les agences régionales de santé vont effectivement financer les postes d'infirmiers diplômés d'État et aussi parfois tout ou partie des postes de travailleurs pairs aidants, etc. Voilà. Et des équipes, il y a des mises à disposition de personnel des centres hospitaliers qui peuvent être mises à disposition de l'équipe. Donc ça peut être des financements par mise à disposition de personnel. Peut-être juste sur la question des ADIL, je pense que la personne expliquait, en fait, je pense qu'il faut bien distinguer les équipes mobiles prévention des expulsions qui étaient pilotées par la DIAL et qui effectivement pour beaucoup sont portées par les ADIL. Et sur ces équipes mobiles-là, effectivement, l'ADIL peut être un très bon interlocuteur pour avoir des informations. Et les équipes mobiles santé mentale qui se sont développées plutôt dans un autre cadre, en lien plutôt avec soit le FNAVDL, soit l'ARS, soit les services de l'État, même s'il y a un lien entre les deux et que justement aujourd'hui on essaie de travailler sur la coordination entre les deux. Voilà, l'ADIL est vraiment ciblée sur la prévention des expulsions. Enfin, Anne-Sophie, si je me trompe, peut-être que tu pourras compléter, mais je pense que c'est vu comme ça. Voilà. Mais l'ADIL est très intéressant pour travailler avec vous là-dessus. Je pense que c'est effectivement référence aux équipes mobiles de prévention des expulsions locatives que Marie-Chou a posé la question, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer finalement que ce qui fait aussi la force des équipes mobiles, c'est la pluridisciplinarité, on l'a vu au travers des différents exemples, et que aussi en matière de prévention des expulsions locatives et de travail sur les impayés locatifs, eh bien, à plusieurs, on est plus fort, et quand on peut croiser à la fois le regard d'un juriste qui éclaire sur la procédure, sur les enjeux, etc., et le regard l'évaluation et l'accompagnement d'un travailleur social, eh bien, on arrive à offrir une prestation d'accompagnement au locataire qui a une plus-value certaine. Voilà, en écho à ce qui a été dit sur les équipes pluridisciplinaires en santé mentale. Juste, il y a une question sur l'élargissement de ces équipes au parc social, au public spécifique, notamment le public vieillissant. Donc oui, on a bien conscience... Parc privé, justement. Parc privé, pardon, excusez-moi. Et on a bien conscience, en fait, que oui, ce travail doit être mené à tous ces niveaux. Là, on a appris aussi, comme je vous le disais, c'est aussi, dans un premier temps, une initiative de terrain, des bailleurs, aussi des associations qui ont voulu
travailler ça. Donc nous, on les a accompagnés, mais on sait aussi qu'on a ces chantiers-là à travailler, bien évidemment, pour maintenir les personnes dans le parc privé. Mais on pense aussi à la question de l'hébergement, hein, qui est aussi un autre enjeu d'amener ces compétences, cette mobilité, cette question de santé mentale dans ce type de logement. On vous remercie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On arrive à la fin de ce webinaire. On vous remercie tous pour votre participation à distance et puis la participation aussi des différents bailleurs sociaux. Un remerciement spécial à Baptiste qui nous a fait le déplacement à Paris pour présenter vos différentes initiatives. Et un grand remerciement aussi à l'USH avec laquelle on travaille énormément à la DIAL. Et puis vous dire que ce webinaire il s'inscrit dans le cadre de la semaine du logement d'abord. Donc on a une série d'événements auxquels vous pouvez participer. Donc n'hésitez pas, il y a différents webinaires qui se tiennent jusqu'au milieu de la semaine, je crois. Voilà, merci à tous et bonne fin d'après-midi.